Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Made in Québec podcast. Mon nom est Antoine Meunier et aujourd'hui, c'est le retour d'une semaine spéciale au podcast. Comme vous l'avez extrêmement apprécié, plusieurs d'entre vous m'avaient fait des très bons commentaires suite à cette semaine spéciale baseball dans la première saison. Et oui, vous me voyez présentement, ceux qui sont en vidéo, avec ma casquette des Expos, mon chandail des Expos également, et également un chandail derrière moi dans le décor, comme vous voyez, de Vladimir Guerrero. C'est vraiment une semaine qui me tenait à cœur de refaire parce que j'avais extrêmement apprécié jaser baseball et plusieurs d'entre vous, comme je disais, m'avaient écrit suite à ça pour juste jaser, apprendre à jaser baseball avec moi, apprendre à en connaître davantage sur mes prochains invités. Je salue également Johan présentement, un fidèle auditeur du podcast, très sympathique, qui m'a écrit d'ailleurs, qui avait beaucoup apprécié cette semaine-là. Et puis, je voulais refaire quelque chose d'unique dans la deuxième saison, c'est-à-dire une semaine en pleine série mondiale spéciale baseball. Et la série mondiale débute aujourd'hui, pour ceux qui l'écoutent présentement, la journée même de la diffusion du podcast, c'est-à-dire le 20 octobre. C'est le début de la série mondiale. Et puis, je voulais recevoir quelqu'un qui s'y connaît en matière baseball. Et vous me voyez venir. Dans la première saison, j'avais reçu Mark Griffin. Et puis, je récidive dans la deuxième saison. On le reçoit une deuxième fois au podcast. C'est vraiment très, très intéressant de recevoir Mark Griffin encore une fois. Comme vous le connaissez, Marc est analyste baseball à RDS depuis déjà 25 ans. Ça va vite. C'est quelqu'un qui a également travaillé à TQS auparavant, qui a été joueur aussi de baseball. Ceux qui se souviennent un peu moins de Marc comme joueur, étant donné qu'ils ont probablement mon âge. C'est-à-dire, Marc a été joueur dans les années fin 80, début 90 dans l'organisation des Dodgers de Los Angeles et des Expos de Montréal aussi. On oublie ce bout-là. Marc a terminé sa carrière dans l'organisation des Expos. La fameuse saison 94, là, ceux qui se souviennent un peu de cette saison-là ou qui n'ont entendu parler très bien comme moi, étant donné que je suis né en 92, je n'ai pas trop de souvenirs de cette saison-là, mais j'en ai entendu parler en long et en large comme étant la meilleure équipe de l'histoire du baseball majeur, les Expos de Montréal, qui n'ont jamais remporté la Série mondiale due à une grève qui a été déclenchée en plein milieu de la saison, qui fait encore mal au cœur de beaucoup de partisans des Expos. Bref, Marc était dans l'organisation du baseball affilié des Expos de Montréal dans cette saison-là, donc assez spécial. Par la suite, il a pris sa retraite dans les coins de 32 ans, quand même assez jeune, pour se convertir en fait dans le monde des médias. Donc, une belle façon de réinventer sa carrière et de poursuivre dans le milieu du baseball également. Et puis, comme Marc nous parlait dans le podcast, il y a des excellentes anecdotes sur les Expos de Montréal. Ceux qui veulent écouter ce segment-là, c'est vraiment intéressant. Ça a été vraiment un podcast différent parce que, oui, comme vous le savez, on l'a reçu dans la première saison. Le but du podcast, la première saison, c'était vraiment d'inspirer les gens, de recevoir un parcours très inspirant, celui de Marc, de jaser de ses débuts, en fait, de sa carrière dans le baseball mineur jusqu'au majeur, également de parler de ses débuts comme analyste. On a vraiment fait le survol également son temps aux Olympiques parce que Marc a joué pour l'équipe canadienne de baseball aux Olympiques de Séoul en 1988. Donc, c'est un très beau fait d'armes de sa part dans sa carrière. On en avait parlé dans le premier podcast. Je ne voulais pas me répéter. Je ne voulais pas refaire un deuxième podcast avec Marc et refaire la même chose qu'on a déjà faite. C'était vraiment le but, c'était de se renouveler, refaire quelque chose de différent et en même temps, écoute, tout le monde a vu le match d'hier. C'était incroyable. Présentement, on est lundi. Ceux qui se demandent hier, si vous l'écoutez mardi, excusez, le dernier match de la série de division, numéro 7, Dodgers contre Braves d'Atlanta. Ça a été un match d'anthologie. Sincèrement, j'ai adoré écouter ce match-là. C'était incroyable. Et Mark Griffin était bien sûr avec Alain Usereau à l'analyse et Alain comme commentateur. Ça a été incroyable comme match. Vraiment des rebondissements à gauche, à droite. Et je ne pouvais pas recevoir Marc sans parler de ce match-là. C'est le lendemain. Présentement, on est le lendemain du match. C'était comme un peu un rêve de petit gars de faire un après-match de baseball avec un analyste aussi chevronné que Mark Griffin, de pouvoir jaser l'équivalent de... Parce que moi, j'ai écouté le match en rediffusion en pleine nuit.
J'avais des obligations en soirée, puis je l'avais enregistré. Je l'ai réécouté en fait en pleine nuit. J'ai été captivé jusqu'à 3h30 du matin. J'écoutais le match, j'arrêtais plus de l'écouter. C'était tellement bon. J'étais supposé aller me coucher plus tôt. Finalement, je disais, non, il faut que je continue de l'écouter. C'était un match incroyable. Et l'excellent travail d'Alain Usereau et Mark Griffin contribue vraiment à rester captivé tout le long de la rencontre. Je savais qu'il y avait quoi de spécial qui se passait dans cette rencontre-là. C'était vraiment incroyable. Donc, c'est spécial. Je savais que ce matin, j'avais un podcast avec Marc. C'était déjà prévu la semaine dernière qu'on se sédulait ça le lundi matin. Écoute, je me suis couché puis je me disais, bon, c'est drôle, je vais me réveiller puis ça va être le podcast. Je vais pouvoir continuer, dans le fond, le match que j'ai écouté par son excellente analyse. Je vais pouvoir avoir ses analyses d'après-match. Il a eu le temps de décanter, réfléchir à tout ça. Et là, on va avoir ses analyses à chaud, bien réfléchies. Ça va être excellent. Donc, j'en ai profité. On a une bonne demi-heure à jaser de l'actualité baseball, de la fin de cette saison de baseball qui va se terminer dans les prochains jours, en fait. Et puis, on va parler naturellement des séries éliminatoires qui ont lieu en ce moment, de la série mondiale à venir également, Rays contre Dodgers, qui a vraiment. Présentement, c'est la série mondiale qui m'intéresse le plus depuis plusieurs années. Il y a quelque chose de spécial cette année avec celle-là. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être le fait que les Rays vont peut-être s'en venir à Montréal, une garde partagée, Rays, anciens Expos. Bref, ça serait spécial. On en parle également, ceux qui veulent avoir les analyses de Marc, les impressions, son feeling par rapport au retour des expos potentiels avec la garde partagée avec Tampa Bay. Très intéressant également là-dessus. On a vraiment, vraiment fait un très bon survol des dernières années aussi des expos. Comment Marc a appris la fin des expos. Une anecdote qui est poignante, vraiment, qui fait. C'est saisissant comme anecdote. On se sent vraiment dans ses culottes à ce moment-là et c'est spécial. Vraiment, là, ça m'a fait sentir toutes sortes d'émotions. Et puis, on parle également, naturellement, du potentiel retour des expos par la suite et de plein de petites anecdotes ici et là, comment il a vécu ses temps avec Jacques Doucet, Roger Brulotte, analyse des matchs au tout début de sa carrière. On a parlé aussi, on est revenu sur sa carrière un peu, des points que je n'avais pas abordés dans le premier podcast au niveau du baseball mineur, la difficulté vraiment, la constance à chaque jour de pouvoir persévérer dans le domaine du baseball mineur, de garder le moral, le mental constamment. C'est pas évident vraiment. La vie d'un joueur de baseball mineur professionnel. C'est pas des gros salaires nécessairement et c'est très difficile à être éloigné de sa famille, les voyages en autobus, les restos, disons-le, moyens. Bref, ça a été très, très bon, les points de Marc là-dessus aussi. Et aussi, j'ai appris tout récemment, grâce à un podcast que j'aime beaucoup écouter avec Amélie Delobel, que je vous suggère d'écouter, Athlète Entrepreneur. Vraiment un très bon podcast. Et Amélie m'a donné un bon coup de main également au tout début de mon podcast. Je la remercie encore aujourd'hui. Et puis, elle avait reçu Marc dans un autre podcast avec lui. Et puis, il avait parlé d'un côté entrepreneur de Marc que je ne connaissais pas et j'avais envie d'élaborer davantage sur le sujet avec lui. Marc, en fait, a lancé une maison d'édition spécialisée, en fait, dans les livres pour enfants, avec sa conjointe en plus. Donc, c'est vraiment super intéressant. Sa conjointe est issue de ce milieu-là au niveau de l'éducation enseignante. Et puis, ils ont décidé, il y a déjà de cela 10 ans, de s'impliquer davantage et de lancer leur propre maison d'édition après avoir essuyé plusieurs refus dans leur projet. Ils l'ont lancé eux-mêmes. On se garde, personne ne veut nous publier. Nous, on va créer une collection de livres pour enfants, mais surtout pour inciter les jeunes garçons à adorer la lecture. En fait, un peu comme moi, je n'aimais pas lire plus jeune. Puis encore aujourd'hui, je ne suis pas un fanatique de lecture, je l'admets. Mais ça reste encore qu'il y a beaucoup de gars qui ont de la misère de développer un intérêt pour la lecture, surtout jeunes. Et puis, Marc a trouvé ça un peu plate. Il a voulu remédier à ce problème-là en créant une gamme de livres qui va avec des belles illustrations, des histoires captivantes, qui va aller chercher la passion de chaque jeune et qui va vraiment ça laisse place à l'interprétation de ce que j'ai compris vraiment de chacun des jeunes qui peut être intéressant envers cette histoire-là à sa façon. Alors, c'est vraiment hyper intéressant. Ceux qui veulent en apprendre davantage, je vous le dis, j'en fais une mission personnelle. C'est la commandite du podcast d'aujourd'hui. Alors, les éditions Flic Flac, un très beau nom, très original, très drôle. Les éditions Flic Flac par Mark Griffin et sa conjointe. Ceux qui veulent aller voir ça, c'est vraiment génial. Ça l'aide vraiment à contribuer à ce que les jeunes lisent davantage aujourd'hui. Alors, très, très beau
projet avec sa conjointe. Et oui, donc on a parlé naturellement en terminant de baseball. On a conclu le podcast. Je vous le dis, là, ceux qui disent on parle trop d'actualité ou qui écoutent ce podcast-là dans plusieurs semaines, plusieurs mois et qui disent ça a trop rapport avec l'actualité baseball, c'est plus à jour. Attendez, dans la dernière demi-heure, 45 minutes du podcast, c'est vraiment sur le parcours de vie de Mark Griffin. C'est incroyable. Vraiment, là, des excellentes anecdotes et surtout, la dernière anecdote du podcast avec Alex Antopoulos. Génial. Sincèrement, là, je connaissais l'histoire d'Alex Antopoulos, mais de la façon que Marc nous l'a raconté, c'était incroyable. C'est une des plus belles anecdotes que j'ai entendues au podcast. J'en avais la chair de poule. Sincèrement, restez en onde jusqu'à la toute fin du podcast. Ça vaut la peine, l'anecdote avec Alex Antopoulos. Et ceux qui se demandent qui est Alex Antopoulos, rapidement, c'est l'ancien directeur général des Blue Jays de Toronto, aujourd'hui directeur général des Braves d'Atlanta. Et c'est un petit Québécois de chez nous, d'origine grecque, bien sûr. Mais c'est un Québécois également qui a débuté dans l'organisation des expos et ce, bénévolement. Vous allez savoir comment, pourquoi, dans le podcast vers la fin. Je vous dis, j'ai envie de vous la raconter, je ne la raconterai pas. Gardez vraiment l'intérêt. Désolé pour, encore une fois, la longue intro. C'est vraiment, j'ai tellement de choses à raconter sur ce beau podcast-là. J'étais extrêmement heureux de recevoir Marc et restez à l'affût parce qu'on reçoit Mark Griffin aujourd'hui. Présentement, mardi 20 octobre, la diffusion. Et jeudi, cette semaine, je vais enregistrer un deuxième podcast spécial baseball avec un invité très, très, très spécial. Je vous dis, je ne vous en dis pas plus. Vous allez le savoir parce que l'invité va être reçu jeudi, mais l'épisode va être diffusé lundi de la semaine suivante. Donc, début du mois fin du mois d'octobre, vous allez avoir cet épisode-là. Donc, restez à l'affût pour tous les prochains développements du Made in Québec podcast. Et si vous voulez m'encourager, n'hésitez pas à m'encourager sur Patreon, patreon.com/Made in Québec podcast. Donc, faites juste dans l'onglet recherche Made in Québec podcast. Vous pouvez contribuer 1, 2 $, peu importe. Écoute, ce que vous êtes capable de donner, ça va m'aider à pouvoir continuer ce podcast-là le plus longtemps possible. Je vous trouve des invités de qualité. Je vous donne du contenu de qualité. N'hésitez pas à m'aider là-dessus. Et je ne vous demande rien. Sentez-vous tout à fait à l'aise. Le podcast est disponible sur Spotify, YouTube, Balado Québec, Google Podcast et tout ça gratuitement. Ça me fait plaisir de pouvoir vous l'offrir gratuitement. Et si jamais vous vous sentez encore plus généreux que vous voulez contribuer au podcast, bien, vous pouvez le faire avec patreon.com. Merci beaucoup encore d'être à l'écoute. Je vous le dis jamais assez, mais merci énormément à tout le monde de continuer de supporter, d'écouter mon podcast. C'est tellement apprécié. Et on va continuer dans cette belle lignée-là avec des bons invités de qualité. Alors, merci beaucoup à vous. Et puis, bonne écoute avec Mark Griffin dans le Made in Québec podcast pour la saison 2, épisode numéro 6. Merci et bonne journée. Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Made in Québec podcast. Mon nom est Antoine Meunier et aujourd'hui, c'est le retour d'une semaine que beaucoup de gens ont apprécié dans la première saison du podcast, c'est-à-dire la semaine spéciale baseball. Et oui, je le sais, j'en avais fait 2 semaines spéciales baseball et cette année, je pense qu'il va en avoir juste une. Je vous dis ça de même, fait que manquez-la pas. C'est une semaine en fait, en plus, qui arrive en pleine série mondiale de baseball. Donc, vous connaissez mon amour éternel pour le baseball. J'avais pas le choix de recevoir 2 invités dans cette semaine. Le deuxième, je ne vous le dis pas tout de suite parce que ça va être également un excellent invité. Le premier, ceux qui sont en vidéo le voient présentement, Mark Griffin, qui avait également accepté mon invitation dans la première saison. C'est vraiment extrêmement apprécié de sa part qui accepte encore une fois de faire partie de l'aventure. Et puis, comme vous connaissez Mark, ses analyses légendaires avec RDS pour le baseball des séries éliminatoires que j'écoutais encore religieusement hier soir. Et puis, on va en parler parce que le podcast, ceux qui se demandent,
devrait être diffusé en fait le mardi 20 octobre, c'est-à-dire là, on est 19 octobre. Fait que juste pour vous mettre en contexte, là, on est lundi présentement. Le baseball s'est terminé en série de division hier soir. Donc, dimanche, ça s'est terminé pour les Dodgers. En série mondiale, ils vont affronter les Rays de Tampa Bay. Donc, ça va être très excitant à voir. Et puis, on va en parler. On va parler de l'actualité baseball aujourd'hui, naturellement. Écoute, je ne peux pas faire autrement en recevant Marc que de parler baseball. Et puis également, on va parler de son beau parcours parce qu'il y en a beaucoup qui ont appris à découvrir Marc dans le premier podcast. Il y en a qui ont appris qu'il avait fait une biographie également, Griffin numéro 26, qui est disponible dans tous les bons libraires du Québec présentement et sur Internet, bien sûr. Et puis, même la version audio, ceux que ça l'intéresse. Et puis, on va parler naturellement de son parcours parce que moi, ça m'a extrêmement inspiré. C'est le but du podcast, mais ça va être un petit peu plus accentué sur l'actualité sportive. Je vous le dis tout de suite. Donc, faire un bref topo. Bien, premièrement, Marc, comment vas-tu avant tout? Ben, tu l'as dit, on est en pleine série de baseball, alors ça va bien pour moi. Je trouve ça, c'est une belle période là, surtout avec la période qu'on vit présentement. Ben, tu sais, parler de baseball, parler de ce qui se passe sur un terrain, disons que ça change les idées, puis c'est super agréable. Eh oui, avec un beau nouveau décor revampé en pleine série mondiale derrière toi avec des beaux fagnons. Ceux qui ne sont pas en vidéo, ceux qui sont audio présentement, je vais vous le décrire le plus bien possible. C'est des fagnons que Marc a récupérés lors de chacune des dernières séries mondiales qu'il a assisté parce que normalement, avec RDS, ils sont sur place, donc ils peuvent récupérer des items pour les ramener chez eux. Donc, c'est un très beau décor. On voit ici les dernières séries Dodgers-Astros, Dodgers contre Red Sox, les Cubs également, une série mondiale légendaire, et les Nationals, que j'aime mieux pas en parler. Mais mauvais souvenir. Désolé. Mais oui, c'est ça. On va faire un petit topo rapide sur la carrière de Marc. Je vous dis, ça va être très rapide parce que je veux qu'on passe du temps à jaser baseball. Puis ceux qui veulent en apprendre davantage sur la carrière de Marc, qui disent, il me semble que tu as passé un peu vite là-dessus, allez écouter le premier podcast. C'est l'épisode numéro 4 de la première saison avec Marc. C'était vraiment très, très bon. On a décortiqué tout le début de sa carrière, les ligues mineures. Écoute, on a parlé en fait de ses débuts comme journaliste, analyste directement à la télévision de TQS au tout début. Ceux qui ne s'en rappellent pas, TQS, effectivement, qui a des bons souvenirs. Et également signé par les Dodgers en 1989, là où toute sa carrière baseball a débuté. Il a également été membre de la fameuse édition 1994 des Expos. Il était dans le baseball affilié, baseball mineur, dans l'organisation des Expos à ce moment-là. Ça a passé proche d'un rappel. On en parlait également dans le premier épisode. Ça fut Mike Lansing plus tôt, mais ça a été vraiment très intéressant d'entendre cette anecdote-là, ceux qui veulent l'écouter dans le premier épisode. Également, membre de l'équipe canadienne de baseball aux Olympiques de Séoul en 1988. Pas pour le faire vieillir, mais c'est quand même tout un exploit. 1988, les Jeux olympiques de Séoul. Le baseball, il n'y en a plus vraiment aujourd'hui. Il va en revoir aux prochains Olympiques de Tokyo. Ça a été quand même très intéressant de suivre le baseball olympique. Alors, oui, comme on le sait, depuis maintenant 25 ans en ondes comme analyste baseball, et maintenant à RDS, comme vous le savez, bien sûr. C'est vraiment toujours intéressant de l'entendre et c'est pourquoi je le reçois une deuxième fois au podcast. Alors, je te le redis encore une fois, merci énormément d'avoir accepté mon invitation, Marc. Ah, ça me fait bien plaisir. Je trouve ça le fun ce que tu fais. Puis, écoute, pour moi, comme je te le dis, c'est vraiment un plaisir de pouvoir jaser avec toi. Hey, écoute, c'est vraiment un plaisir partagé, je te dis tout de suite. Tu sais, il y a des coups de cœur un peu des fois quand on jase avec des gens dans la vie. Puis moi, ça a été un réel coup de cœur de jaser avec toi. Je savais que tu étais sympathique pour t'avoir rencontré à quelques reprises, mais vraiment, ça a été. Tu sais, il y en a que c'est intimidant à recevoir quand tu connais pas trop la personne. Puis il y en a d'autres que c'est fluide. Toi, ça a été fluide dès le départ. Puis j'ai vraiment apprécié notre discussion. Donc, on va remettre ça aujourd'hui. Alors, oui, bon, là, j'ai des questions différentes. Premièrement, on va parler d'actualité baseball, comme je disais. Alors, on est en pleine série mondiale qui va débuter quand exactement? Est-ce que tu as une date que je n'ai pas entendue? C'est quand? Ben, en fait, tu parlais du 20 octobre. Alors, c'est le mardi 20 octobre, le premier match. Wow. Et la différence en série mondiale cette année, comparativement à la série de championnat qu'on vient de vivre, c'est qu'il va y avoir les fameuses 2 journées de congé qu'on aurait eu normalement si on avait voyagé. Donc, mardi, mercredi, les 2 premiers matchs. Jeudi, c'est congé. Vendredi, samedi, dimanche pour les matchs 3, 4 et 5. Et si on a besoin d'aller plus loin, ben, ce sera mardi et mercredi de la semaine suivante pour terminer cette série mondiale.
Wow, OK. Ben écoute, j'ai comme l'impression qu'on aura droit à une série assez longue de mon côté. Ça fait longtemps qu'une série mondiale ne m'excite pas autant que ça, je pourrais dire. Je ne sais pas pourquoi. Celle-là de cette année, avec la réputation des Dodgers des dernières années de, excusez l'expression, choquer en série mondiale. Puis ça a passé très proche de choquer un peu avant cette année. On a comme l'impression que les Dodgers, je ne mettrais même pas 2 piastres sur eux. Mais en même temps, il y a comme un côté de moi qui dit ils ont tous les ingrédients pour remporter cette série-là. Ils sont balancés de A à Z, des bons lanceurs, écoute, une défensive. On a vu hier un catch incroyable de Mookie Betts, plusieurs catchs de Mookie Betts également. On se dit qu'ils ont une bonne défensive, une bonne force de frappe qui a été un peu tranquille, il faut l'admettre, là, depuis le début des séries, qui a répondu au bon moment. À quoi s'attendre des Dodgers? C'est tellement compliqué à analyser cette équipe-là. Ben, en fait, il faut réaliser que rendu en série de championnat, c'est des très bonnes équipes. Puis tu as beau Ouais, avoir une bonne équipe sur papier, tu sembles équilibré, ça reste que ça joue sur le terrain. exact. Et à un moment donné, ben, tu regardes la situation, par exemple, des Rays contre les Dodgers. Les Dodgers vont affronter une très, très bonne équipe, remplie de bons lanceurs, remplie probablement d'une des bonnes équipes qu'on a vues en série en défense. Il y a eu des jeux aussi spectaculaires du côté des Rays de Tampa. On a été impeccables. Donc, c'est pas facile, même si on te donne, bon, tu as une masse salariale élevée, tu as Mookie Betts et Cody Bellinger qui sont parmi les meilleurs joueurs de tout le baseball dans la même équipe. Le Corey Seager qui a explosé. Donc, Wow. oui, ils ont les éléments pour aller loin, mais les Rays aussi, ils ont les Ben éléments oui, pour. Même si c'est une surprise d'avoir une équipe qui a à peine moins de 80 millions de masse salariale, c'est en fait plus incroyable. de 70 qu'à 80, Wow. ça fait en sorte que ça devient extrêmement difficile Ouais, ouais. de s'assurer pour une victoire. Alors, une chose où je suis d'accord avec toi, c'est que je pense que ça va être une série qui va lancer 6 ou 7 matchs, assurément, selon moi. Puis effectivement, c'est dur. Je ne sais pas, à chaque année, lorsque je fais mes prédictions, j'ai pas mal une bonne idée. OK, moi, je vais prendre pour telle équipe. Je n'ai pas toujours raison, mais cette année, honnêtement, là, j'essaie de voir. Bon, tu sais, Betts va bien, Bellinger s'est peut-être réveillé, Seager va bien, mais après ça, des fois, c'est un petit peu plus tranquille, même si, bon, Turner montre des signes encourageants. Et de l'autre côté, mais les Rays, ils en font juste assez en attaque pour gagner des matchs, mais on sait fort bien qu'ils excellent au monticule. Et on a vu que les Dodgers peuvent être un petit peu plus vulnérables de ce côté-là. Donc, là, tu te Oui. dis, c'est qui va gagner ça? Alors, c'est ça qui rend cette série mondiale cette année fort agréable. C'est honnêtement, Mhm. c'est deux très bonnes équipes là, qui arrivent, qui vont nous donner, je pense, un excellent spectacle. Ah oui, écoute, on est déjà très fébrile à l'idée de voir le début de cette série que là, tu nous dis mardi. Donc, ça va être tout de suite après la diffusion du podcast. Ça donne vraiment bien là, dans l'heure qui va suivre. Donc, on va être à jour en plus. Écoute, c'est vraiment très excitant. Moi, sincèrement, hier, je ne sais pas pour toi, à la description, à l'analyse du match, comment tu as vécu le match, mais de notre côté, assis dans notre fauteuil, moi, je l'avais enregistré parce que j'avais des occupations durant la soirée. Et puis, dans les coins de minuit, j'ai dit, écoute, il faut que j'écoute ça avant le podcast de demain. Là, je ne peux pas l'écouter à Sport 30 en accéléré. Un match de baseball, ça s'écoute tranquillement et la longueur fait la beauté du sport. Fait qu'on n'a pas le choix de ne pas l'écouter en accéléré, selon moi. Et puis là, j'ai reparti ça. Puis là, je me suis dit, écoute, je suis un peu fatigué. Je vais essayer de commencer à passer. Puis là, oups, je le mets sur pause. Ah non, il faut que je l'écoute. Je continue. Oui, c'est Finalement, j'ai ça. écouté pendant 3 heures de temps. C'était un des matchs les plus captivants que j'ai écouté dans les dernières années. Incapable de prédire le scénario final. Et lorsque j'ai vu Keke Hernandez arriver, écoute, le frisson m'a parti. J'ai dit, ah non, monsieur numéro 7, match numéro 7, pinch hit, excusez l'expression, frappeur suppléant qui arrive toujours au bon moment. Puis il est tellement clutch, je ne sais pas comment dire, sous pression, il est toujours performant. Écoute, j'ai vu ce gars-là arriver, je voyais déjà le scénario se décider, puis bang, le circuit, la réaction aussi. On dirait que ça a comme été une des étincelles en fait, qui a propulsé les Dodgers à la victoire hier. Parle-nous un peu comment tu l'as vécu justement à ce moment-là lorsque Keke est arrivé à la plaque. Ben, écoute, c'est sûr que lorsque tu crées l'égalité, c'est fantastique. Puis on savait que ça s'en venait avec Peterson Ah ouais. qui est là contre les lanceurs droitiers, mais là, aussitôt qu'un gaucher. On a attendu un peu. En cinquième manche, on a laissé Peterson affronter un lanceur gaucher, mais là, lorsqu'on entre dans les manches, évidemment, plus vers la fin du match, évidemment, Dave Roberts n'a pas hésité. Moi, ce qui m'a marqué hier, ben, il y a plusieurs choses qui m'ont marqué, mais
tu le sentais chez les Braves, on ratait beaucoup trop de ouais. choses. C'est effrayant. On laisse des coureurs sur les buts. Puis là, le fameux double jeu, écoute, j'ai assez de fouiller dans ma mémoire, là, mais coureur C'était au ça, 2, j'avais coureur marqué. au 3, pas de retrait. Souricière. Et on est dans, on complète tout ça avec un double jeu. On n'a pas vu ça souvent. Aïe, Et aïe, aïe. surtout pas en série de championnat et surtout pas dans un match numéro 7. Quel jeu bizarre, hein? C'était. C'est un jeu bizarre. Puis, tu sais, il faut expliquer. C'est que. Puis là, bien évidemment, je n'ai pas la réponse exacte, mais la réaction de Swanson au troisième me laisse croire que c'est un jeu de contact. C'est quoi le jeu de contact? C'est quand il y a un coureur au 3, tu pars. Si la balle est frappée au sol, évidemment, tu pars. Oui. Souvent, je dirais même à 80 et plus, on va attendre que lorsqu'il n'y a pas de retrait. Parce que la situation est différente avec un retrait. Lorsqu'il n'y a pas de retrait, on va laisser s'assurer que la balle va percer l'avant-champ pour venir marquer. À un retrait, par contre, là, on va pouvoir forcer la note. Ouais. Alors, la situation est qu'il n'y avait pas de retrait. Alors, donc, Swanson est parti. La façon qu'il est parti, je me dis, il y avait le signal de dire tu pars au contact. Ça se peut aussi parce que la défense jouait pas rapproché, jouait à mi-chemin. Donc, bon, tu te dis, OK, c'est. Mais là, évidemment, c'est Riley qui se fait prendre, qui juge mal la souricière puis qui se fait prendre. C'est pas évident non plus. C'est ça. Tu sais, tout a mal paru dans ce jeu-là du côté des Braves. Et là, tu te sors complètement de la manche. Tu menais par un point, mais tu aurais pu mener par 2 et même 3. Ça aurait changé complètement l'allure, évidemment, de ce match-là. Quand tu rates des chances de la sorte dans un match ultime, ça devient, où tu le sais là, que l'énergie va de l'autre côté. Là. On a vraiment senti une baisse à ce moment-là, puis ça en est suivi évidemment la claque de Bellinger par la suite. Alors, aïe. Mais c'était vraiment un excellent match parce que c'est serré du début à la fin. Dans cette série-là, il y a eu des matchs à sens unique un peu. Là. Rappelez-vous les 11 points des Dodgers dans une manche. Alors, ça faisait du bien de voir un match serré. C'est vraiment 2 très bonnes équipes. Honnêtement, ça a pu d'un côté comme de l'autre. Mais on voit que l'équipe qui a été beaucoup plus solide en défense, je pense au catch de Betts, entre autres, et des courses sur les buts un peu plus intelligentes, peut-être. Ouais. Parce que souvent, lorsqu'on analyse une série, bon, c'est qui les meilleurs lanceurs, c'est qui les meilleurs frappeurs, c'est qui les meilleurs releveurs. Mais on parle rarement de la défense, puis de la qualité des courses sur les buts. Mais pour être bien honnête, tu regardes même la série des Rays et des Astros, les Astros ont commis beaucoup d'erreurs dans cette série-là. À la fin de la journée, les Rays ont gagné la série. Donc, il ne faut pas négliger ces aspects-là du baseball qui, parfois, vous coûtent très, très cher. Effectivement, ça a été vraiment un match qui a été enlevant jusqu'à la fin. Puis comme tu dis, il ne faut pas négliger tous ces petits aspects-là que les Dodgers, on dirait, ont maîtrisé à la perfection. Tu sais, j'entendais beaucoup de critiques à l'endroit de Mookie Betts tout le long des séries. Une moyenne, disons-le, très décevante pour ce qui nous a habitués, en fait, là, de ses standards à lui. Mais quel catch important qu'il a réalisé à plusieurs reprises, surtout celui d'hier, là, un timing incroyable, le saut qu'il a fait à la clôture pour récupérer la balle. C'est vraiment certains joueurs d'élite qui peuvent effectuer ce jeu-là. C'était vraiment un excellent jeu, opportuniste au bon moment. C'est ces petits jeux-là, on dirait qu'il a manqué aux Braves. Un peu, comme on dit, de sentir le sang un peu, là, de quand c'est le temps là, d'achever son adversaire. Ils ont eu plusieurs opportunités, des buts remplis, ils n'ont pas profité. C'est peut-être là que les Dodgers ont eu leur expérience des dernières années a peut-être aidé aussi à contribuer davantage à revenir dans cette série-là. Mais vraiment, ça a été forcé d'admettre que ça a été un excellent match de la part des Dodgers. J'étais pas certain, encore une fois, je ne suis pas un fan fini de Dave Roberts, de ses manières, de ses gestions, ses décisions. Et quand je l'ai vu retirer Dustin May en première manche, aïe, je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait là? Étant lanceur, là, à la place de Dustin May, j'aurais tout démoli sur le banc. Même étant un gars d'équipe, tu te dis, hey, je comprends qu'il a mal débuté le match. Sa balle, elle bougeait ben trop. Écoute, il ne plaçait pas une rapide. Mais il s'est ressaisi. C'est un jeune. C'est normal qu'il est intimidé. 7e match, série de division. Mais dis-toi bien, par contre, on tape un peu sur le clou de Dave Roberts, mais les Dodgers, c'est l'équipe qui prépare les décisions avant les matchs comme peu d'équipes le font. Alors, c'était écrit dans le ciel que May, c'était une manche ou 2 et que Gonsolin, après ça, c'était une manche ou 2. Puis on va essayer. Ça va être 3 manches parmi ces 2 lanceurs-là. C'était écrit dans le ciel. Ce qui m'a surpris dans tout ça, et agréablement surpris, c'est qu'on a laissé Urias lancer la 9e. Oui, au lieu de Jensen, mais je pense qu'ils font plus confiance à Jensen à un moment donné. Je comprends, mais ça aussi, c'est une décision
je dirais, rafraîchissante parce que on y va. C'est ce que j'ai apprécié de Dusty Baker. Je fais une parenthèse avec les Astros, mais Dusty Baker, il y a un gros débat dans le baseball actuellement sur les statistiques avancées, la préparation, ce qu'on appelle les analytics des joueurs et versus le côté humain. Le côté humain de sentir, bon, mais moi, je le sens. Là. Lui, je le sens, il l'a, je le laisse là. Bon. Alors, il y a toujours cette bataille-là. Puis même Kevin Cash, avec les Rays, on a comme créé, il me semble qu'il avait retiré Morton rapidement dans le match numéro 7, mais on avait décidé avant le match qu'il n'allait pas affronter un troisième tour au bâton pour les frappeurs des Astros. Exact. Tandis que Dusty Baker, lui, non, moi, je garde celui-là. Puis, alors, je trouvais ça rafraîchissant de voir ça. Fait que tu vois vraiment que le succès d'une équipe, je pense, c'est vraiment un hybride des deux philosophies. Oui, on peut se préparer. Oui, j'ai des données qui me disent telle situation, mais est-ce que je peux aussi gérer la game? Parce que là, la game devant mes yeux, qui se déroule devant mes yeux, me permet de voir que alors, je sais que c'est difficile maintenant parce que Roberts, ce qu'il fait Roberts en ce moment, c'est qu'il se met jamais dans la chenoute, comme on dit, avec ses patrons parce qu'il prend la décision qui a été décidée avant le match. C'est rare que Roberts va arriver et dire finalement, les gars, là, je comprends, là, on a analysé tout ça, mais moi, je le sens plus. Le problème, c'est que s'il perd, c'est là qu'il va se faire taper sur les doigts. Son plan ne marche pas. Roberts est encore sous contrat, puis plusieurs pensaient qu'avec les problèmes qu'on a eu en Série mondiale, qui quitterait, mais non, Roberts, c'est présentement une personne qui, justement, suit le plan. C'est très, très différent de gérer une équipe de baseball en 2020 que ça l'était même il y a à peine 15-20 ans. Là. C'est vraiment différent. Alors, ceux qui travaillent en équipe, justement, puis ça peut donner de très bons résultats. C'est les deux équipes qui se retrouvent en Série mondiale qui sont les mieux préparées à ce niveau-là. Donc, vous allez voir des décisions parfois qui sont un peu bizarres. Dites-vous pas que c'est juste Kevin Cash ou Dave Roberts qui ont pris cette décision-là. Ça vient avec un personnel qui ont décidé, évidemment, que ça allait se passer de telle et telle façon. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est le baseball moderne. Comme j'ai mentionné, moi, c'est vraiment l'hybride des deux, je pense, qui serait la formule gagnante. Mais bon, ça sera à d'autres personnes de décider. C'est sûr qu'il y a un côté de moi qui s'ennuie des gérants qui, tu sais, de feeling, tu sais, le feeling qu'ils ont sur le banc, ils regardent leur lanceur puis ils disent non. Tu sais, tu le vois tout de suite, tu sais, comme Jean, étant lanceur, je n'ai pas été lanceur à ce niveau-là, mais tu regardes quand même un gars comme May hier, en début de manche, tu le voyais dans ses yeux, là, les yeux se faisaient aller rapidement. Tu voyais que le gars, tu sais, je pourrais dire les tics de nervosité. Il y en avait plusieurs. Tu voyais que le gars, il était vraiment intimidé par sa présence-là. Mais ça a parti rapidement. Après 2-3 frappeurs, il a rempli les buts. Puis là, il me semble que c'est là que tu es au plus nerveux. Et au contraire, je l'ai senti revenir en confiance, finir la manche en force avec une balle rapide incroyable, haute. C'est fou, là. Il atteignait les 101, 100 000 à l'heure régulièrement. Mais en même temps, c'est un match que tu ne peux pas perdre. Alors, si tu te dis, je vais la faire lancer une deuxième manche, puis accorde encore 2 points, là, tu vas dire, là, c'est le sport parfait pour jouer au gérant d'estrade. Tu fais la beauté de ce sport-là. Et à la fin de la journée, Kevin Cash, il a sorti Morton trop tôt selon la majorité. Il a gagné. Puis Dave Roberts, il a sorti après une manche d'Austin May. Et il a gagné. Alors, on va le donner. Puis, gars, il y a eu un excellent feeling. Je pense que c'était une décision de feeling, ou à moins que c'était peut-être calculé ça aussi au niveau de Kiki Hernandez, de l'embarquer quand même en 7e manche. Là. Mais ça, c'est vraiment là, tout au long de la saison, rendu en les 3-4 dernières manches, si évidemment Kiki qui commence, mais on amène un droitier, c'est Peterson qui vient comme frappeur suppléant et vice-versa. Un beau luxe. Ça a donné évidemment un résultat extraordinaire. D'ailleurs, le bas de formation des Dodgers dans cette série-là, je parle de frappeurs 8 et 9, ils ont produit. Oui, c'est bien balancé. Ça a été des points importants, évidemment, puis le circuit de Kiki Hernandez. Parce que tu sentais les Dodgers avaient un meilleur match, mais tiraient de l'arrière par un quand même. Ouais. Et le circuit a comme dit, OK, là, ça revient à la normale. Et là, évidemment, on était l'équipe locale du côté des Dodgers hier, donc tu sentais que l'avantage était en train de tourner du côté des Dodgers. C'était une série où je ne suis pas certain que les Dodgers ont vraiment battu les Braves. Je pense que les Braves se sont battus un petit peu eux-mêmes, ce qui a fait en sorte que les Dodgers ont pu passer en série mondiale.
Ah, tellement. Puis, tu sais, le circuit de Cody Bellinger, je pense que ça va être la personne que ça va lui faire le plus du bien, je pense, ce circuit-là, parce qu'on voyait qu'il y avait vraiment de la misère dans les séries en général. Même cette année, je n'ai pas retrouvé. Je pense qu'il est temps qu'il baisse ses pantalons parce que depuis, il s'en fait pas au complet. Je veux dire, mais ses bas, parce que depuis qu'il a mis ses bas à hauteur des genoux, il frappe plus. Je ne sais pas ce qui se passe là, mais c'est vraiment quelqu'un qui est pas. C'est pas le même Tombe joueur que l'année passée. non, vraiment pas. Il y a une hésitation. Puis on a vu certains qui analysent. J'ai vu une analyse de Alex Rodriguez qui est à ESPN. Puis on voyait des fois avec David Ortiz, des fois, qui font des analyses de frappeurs au bâton. Puis on voyait vraiment l'élan de Cody Bellinger décortiqué et son pied avant se tasse complètement vers l'extérieur de la boîte à chaque fois qu'il vient pour s'élancer. Puis il me semble que c'est la pire chose qu'on t'apprend lorsque tu es un jeune frappeur. Tu restes les deux pieds ancrés bien au sol. Ouais, Puis, c'est difficile mécaniquement parce que tu ouais. regardes un gars comme Ozuna qui a connu une saison remarquable, lui, il fait la même chose. Ouais, Ce ouais, qu'on dit il se tourne dans le jargon du complètement. baseball, c'est qu'il step in the bucket. Là. Step in the Exact. bucket, ça veut dire vraiment qu'il fait son pas, au lieu de le faire vers le lanceur, le fait vers, dans le cas d'Ozuna, un peu plus vers le troisième but, dans le cas de Bellinger, un peu plus vers le premier but. Il tire Sauf que, la dans balle pour le ça. fond, ce qu'il faut que tu compares, c'est que tu compares son élan de l'an dernier puis de cette année. Puis c'est là que C'est pas on peut pareil. vraiment voir une certaine différence parce que son taux de contact est beaucoup moins de cette année. Évidemment, tu sais, c'est pas du tout le même joueur, mais Hier, il il a a pas les essayé. habiletés, tu as vu son circuit hier, donc est-ce que ça va lui permettre évidemment de. Ça prend pas grand-chose de reprendre confiance, comme ça prend pas grand-chose de tomber dans un passage à vide. Ah, c'est Mais le si baseball. Bellinger se réveille avec ce que Seager a fait, Betts, on s'attend un petit peu plus en attaque, ça pourrait être vraiment une série intéressante pour les Dodgers. Exact. Ça peut aller comme d'un côté comme de l'autre. Puis en même temps, pour Bellinger, est-ce qu'il va tomber dans la léthargie d'après un gros circuit, un peu comme on a vu avec José Bautista quand il a fait son fameux circuit en 2016? Ça a été, on dirait, après ça, on dirait qu'il cherchait que ça, puis ça paraissait dans son élan. Il y avait moins des bons contacts. Au lieu de le mettre en confiance, des fois, ça peut te forcer à essayer de répéter le même exploit, puis de revivre ce feeling-là un peu. Mais c'est normal, ça fait partie de la game. Tous les frappeurs essayent de faire ça aussi. Est-ce que ça va arriver avec Bellinger? On ne sait pas. Seul l'avenir nous dira. En terminant sur le match des Dodgers, je veux te lancer une fleur pour ceux qui ont remarqué le petit détail. J'avais vraiment un feeling que ça allait se produire quand tu l'as dit. Tu dois me voir venir, là, mais ta bonne prédiction, en fait, lorsque, suite au circuit de Keke Hernandez, comme on parlait plus tôt, tu parlais que ça a été une longue présence de Keke Hernandez au bâton. Il a protégé son marbre à plusieurs reprises avant de revenir avec son gros circuit. Et puis, lorsque le fameux circuit de Bellinger avant qu'il arriva, il a fait un peu le même principe. Il a protégé son marbre et là, on t'a entendu dire à Alain, écoute, ça me fait penser au circuit de Keke Hernandez. Il protégeait son marbre et bang, la suite nous le dira. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le tir suivant, il a frappé son circuit. C'est vrai qu'on dirait que ça s'alignait pour la même, je pourrais dire, le même enchaînement de lancers suite à la même Ouais, ben, terminaison. je veux dire, plus tu vois tir dans une présence, puis tu sais, souvent, pour avoir joué, là, tu as deux prises, puis le lanceur, il est tough. Fait que des fois, tu prends des élans tu parais pas bien, mais tu touches à la balle. Tu restes en vie, tu protèges ton marbre, tu essaies. Parce que à un moment donné ou à un autre, le lanceur, il peut en commettre des erreurs. Tu en commettre des erreurs comme frappeur. Des fois, tu te lances sur des tirs qui n'ont pas d'allure. Et le lanceur, il n'est pas toujours parfait. Si le lanceur était parfait, il n'y aurait pas de coup sûr. Il y en aurait très peu. Alors, puis là, tu protèges, puis tu vois des tirs. Chaque tir que tu vois, c'est de l'information que tu prends en note. OK, là, il y a ça. Là. La puissance, là, il y a deux éléments à la puissance. Il y a évidemment la puissance qui provient des jambes, là, mais il y a aussi le fameux, ce qu'on appelle le timing, la synchronisation. D'être timé sur un lancer à 95, à 96, peu importe. Et là, mais là, ça fait quelques fois que tu envoies, puis tu fais des balles fausses, puis à un moment donné. Il touche. C'est exactement le même scénario, tu l'as dit. Keke Hernandez, même Alain disait, ouf, il est complètement déjoué. Ouais, mais il est en vie. Il est en vie, il a pris des notes, puis il a su. Il a la balle. Et bang! Ce qui est malheureux pour les lanceurs, c'est qu'une petite faute ne se transforme pas en simple, ça se transforme en coup de circuit. Alors, c'est fou le baseball d'aujourd'hui. Puis, effectivement, dans le cas de Bellinger, c'était ça. Écoute, il venait juste de faire un élan. Il est déséquilibré totalement, qui touche à peine à la balle. Puis,
Ça l'a gardé en vie jusqu'à temps que le lanceur commette cette erreur-là. Donc, c'est pour ça que la qualité des présences au bâton de ces gars-là, puis il n'y a pas juste ces deux gars-là. Là. On pourrait nommer Turner dans ce match-là. Il y a eu des gars qui ont eu des présences au bâton incroyables, qui ont fait en sorte qu'à un moment donné, ben, tu prends l'information puis tu es en mesure de sauter sur une occasion. Alors, c'est des frappeurs très professionnels, ceux des Dodgers, ce qui pourrait leur conférer peut-être un petit avantage dans la prochaine série. Exactement. Ouais, j'avoue que je penche là-dessus aussi, mais je parierai jamais un 2 contre les Rays. Écoute, ils nous ont fait mentir depuis le début des séries. Ouais. Je pense que ça va continuer aussi à nous faire mentir. Quand même, je pense que les Dodgers, en 6 ou en 7, vont réussir à l'emporter, mais ça va être une série très chaudement disputée par les Rays aussi. En terminant sur ce match-là, juste dire le plongeon de Justin Turner au 3e but pour épingler en souricière Swanson, comme tu disais. Là. Wow! Le jeu, quand on passe, on dit souvent aux jeunes joueurs de baseball de garder leur jeu en tête avant d'effectuer leur jeu, avant que le jeu se produise en fait. Et puis, son jeu était fait dans sa tête. Il a non seulement plongé incroyable pour toucher au bout du pantalon de Swanson, mais lorsque le plongeon est effectué, la plupart des joueurs, regarde le coéquipier, puis le jeu serait déjà fait au 3e but. Lui, tout de suite, dans sa tête, il plonge, il servait, bang, un beau petit relais bien placé directement au 3e but. C'était beau à voir, du beau baseball de situation, puis vraiment très, très, très sharp de sa part. On va parler des Rays rapidement avant d'embarquer sur la deuxième demi-heure du podcast, qu'on va parler de Mark Griffin, bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu as pensé des Rays? On en a parlé rapidement depuis le début, là, mais est-ce que tu penses vraiment que cette équipe-là est là pour rester soudée de cette façon-là, ou on va les voir se décortiquer année après année comme on voit souvent qu'ils sont incapables de garder des joueurs autonomes? Bien, c'est sûr que ça ne sera pas la même équipe au fil du temps. Même si c'est une jeune équipe, les Rays en effectuent des changements. Écoute, ils ont le meilleur réseau de filiales actuellement. Wander Franco, qui est le joueur par excellence des ligues mineures, là, même si évidemment il n'y a pas eu de ligue mineure cette année, mais ça reste le prospect numéro 1 du baseball. Il appartient aux Rays. Alors, c'est sûr que les Rays, il va y avoir des changements. Il y en aura toujours. Mais on va garder une espèce de. Il y a un noyau qui va rester. Puis la philosophie ne changera pas. Les gens me disent, ouais, mais là, ils sont plus populaires. Non, ils n'injecteront pas plus d'argent. Écoute, rappelez-vous, le projet de Vilseur est toujours en vie. Là, les gens disent, est-ce que ça va. Ça change quelque chose? Écoute, difficile à dire pour l'instant, mais je vois mal un propriétaire qui a dit ouvertement à plusieurs reprises, nous, ça ne marchera pas 162 matchs. On veut vraiment aller de l'avant avec un projet de ville qui va partenaire dans un projet de même. Alors, écoute, tant mieux, tant mieux, ou tant pis s'ils changent d'idée. Ça veut dire que la ville, l'État, ça veut dire qu'on pourrait même s'entendre avec le fameux bail du stade qu'ils ont là-bas. Tout ça pour dire que c'est difficile à savoir est-ce que ça aide ou nuit au projet des expos. Toujours est-il que ça ne changera pas cette philosophie de gérer cette équipe-là. Ils sont très créatifs. Moi, je vais te dire une chose. Je suis directeur général, puis on m'appelle pour un joueur en particulier. Je serais nerveux de me dire, bon, mais qu'est-ce que ce joueur-là il dit? Parce qu'à chaque fois qu'il arrive avec les Rays, le gars, il est bon. Puis là, il quitte les Rays après, puis il redevient un peu le joueur qu'il était auparavant. Donc, il y a vraiment une philosophie d'équipe, une façon de faire avec les Rays qui est unique. On voit les gars très unis. Il n'y a pas de grande vedette dans cette équipe-là, mais on joue à balle. Ils ont du fun. C'est beau à voir. C'est beau à voir. Puis, tu sais, t'as des gars très athlétiques, les Kiermaier de ce monde. On a découvert à Rosarena qui est extraordinaire. Tu sais que son histoire est spéciale quand même. Là. Il avait testé positif, donc on ne l'avait pas vu aucun entraînement. Finalement, les gens qui sont... il y avait un camp, évidemment, qui se déroulait durant la saison. Puis, à un moment donné, ils ont appelé Kevin Cash. Ils ont dit, écoute, lui, on pourrait peut-être le rappeler, il est vraiment solide, il frappe. Puis, alors, finalement, c'est le personnel d'entraîneur là-bas qui ont vendu l'idée à Kevin Cash et son personnel d'entraîneur. Et tu sais, honnêtement, si on n'avait pas à Rosarena chez les Rays actuellement, je ne suis pas certain qu'on se rend évidemment en série mondiale tellement il a été un joueur clé. Alors, mais c'est une belle organisation. On a été créatifs. On a vu 4 voltigeurs dans la série face aux Astros. On n'a jamais la même formation partante. Écoute, cette saison, ça a été 58 formations partantes sur les 60 matchs. Alors, c'est tout le temps différent. Il y a tout le temps quelqu'un qui... Puis on essaie de bouger des gars qui vont moins bien, un peu mieux ailleurs. Écoute, c'est une belle façon de gérer une équipe.
ça va faire des petits, ça. Il y a eu Moneyball dans les années 90, ça mais ressemble là, à ça. Ouais. je te dirais que la créativité des Rays, d'ailleurs, les Red Sox sont allés chercher un ancien des Rays. Les Dodgers, c'est un ancien des Rays qui est là-bas. Les Astros de Houston sont allés chercher un dirigeant baseball des Rays de Tampa. Donc, tout le monde veut aller amener cette philosophie-là à l'intérieur de l'organisation. Tu sais, à quelque part, ils ont quoi? 73, 75 millions de masse salariale contre des équipes de plus de 200 millions. Alors, même financièrement, techniquement, ils ne sont pas de terre, mais pourtant, ils sont là en Série mondiale. Ah, ils ont sorti 2 des 3 plus grosses masses salariales du baseball majeur, les Astros et les Yankees. Donc, ça a été vraiment 2 tours de force réalisés de leur part. Puis, ils me font vraiment penser, mais sûrement toi aussi, là, mais aux expos, ça reste qu'on avait les mêmes, je pourrais dire, beaux problèmes. On avait toujours des excellents joueurs développés par l'organisation. On voyait souvent le potentiel, la chimie d'équipe, peut-être moins bien gérée, je pourrais dire. On n'avait pas un Kevin Cash. C'est ça, il y a une bonne différence là-dessus, là, rien contre Frank Robinson, mais c'est ça. Puis ça reste qu'il n'y avait pas eu la même chimie. Mais les joueurs se développaient à merveille, un réseau de filières incroyable. À chaque fois qu'ils devenaient bons, ben, le propriétaire n'investissait pas dans le club, on perdait notre joueur vedette. Mention à... Oui, la différence, c'est que les Rays ont continué de développer, puis ils vont payer un joueur ou deux, mais ça ne sera jamais là, un noyau qui va, on ne paiera jamais 20 millions, 8 gars à 20 millions par année. Ça comme Blake Snell, il va coûter cher. Là. Ben, écoute, c'est sûr que ça va coûter cher, mais ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'ils se débarrassent, entre guillemets, d'un joueur, on va chercher quelque chose en retour. Toujours. À l'époque des expos, c'était des ventes de feu, puis on se ramassait avec des joueurs qui étaient des suspects beaucoup plus que des prospects. Alors, c'est ça la différence. Mais il faut l'accepter comme franchise, comme partisan d'une équipe, il faut que tu l'acceptes. Mais ça donne, force est d'admettre que depuis une vingtaine d'années, ça fonctionne leur affaire du côté des Rays. Puis là, n'oubliez pas qu'ils jouent dans la division Est de l'américaine. La plus forte. Yankees, Red Sox, Blue Jays. Alors, c'est pas facile pour eux, puis ils réussissent malgré tout à passer au travers. Alors, chapeau à l'organisation. Oui. C'est la deuxième présence en Série mondiale de leur histoire. Donc, c'est vraiment un beau moment pour cette organisation. Effectivement. Puis tu en as glissé un mot pour le retour des expos ou la garde partagée, en fait, avec les Rays de Tampa Bay. Moi, je pense que ça ne change rien vraiment pour le retour. Au contraire, ça peut juste aider encore plus à mousser la candidature et la popularité des Rays à Montréal. Ça, c'est sûr, ça ne peut pas nuire là-dessus. Et du côté d'avoir 2 propriétaires, ben, j'imagine que ça va juste contribuer à avoir encore plus de fonds pour garder ces joueurs-là, peut-être vedettes aussi. Ça pourrait être bon dans les 2 parties. Puis ceux qui disent, bon, mais les Rays vont gagner en popularité à Tampa Bay, vont devenir peut-être indispensables pour rester là-bas. Ils ont été en Série mondiale en 2008, puis on n'a vu aucune différence en 2009, en 2010. C'était vide dans les estrades. Exactement, c'est un excellent point que tu lèves. Ça ne change rien. Même lorsqu'on se retrouvait en série, division, ou même une course au championnat en fin d'année, ça ne changeait rien. Donc, ça ne changera pas plus. Je pense qu'au contraire, la garde partagée pourrait facilement les aider davantage. Ouais. Puis tu sais que, puis là, je fais une petite parenthèse rapidement, mais il y a des nouvelles règles dans le baseball cette année, là, que ce soit le frappeur de choix dans les 2 ligues, que ce soit le coureur au deuxième, 16 équipes en série, des séries de championnat sans journée de congé, la série mondiale, bon là, évidemment, avec la pandémie, on comprend, mais la série mondiale qui joue dans un endroit neutre. Il y a toutes ces idées-là, là, cet hiver, on va tous se regrouper chez les propriétaires, puis c'est pas impossible que le baseball décide éventuellement de dire « Hey, la Série mondiale, on va les jouer à un endroit fixe. » Puis, c'est pas impossible. Donc, au stade olympique. Non, ben là, je pense pas. Ça serait bizarre. Parce que c'est sûr que si le projet de Visseur fonctionne ou... écoute, si tu imagines, est-ce qu'on pourrait recevoir les Expos Rays à Montréal en plein mois d'octobre où on va décider d'aller jouer dans un endroit où assurément il va y avoir des matchs, ça ne sera pas retardé à cause de la pluie. Bon, ça, là, tu vas me dire qu'à New York aussi, mais bon. En tout cas, tout ça pour dire que le baseball est en train de changer à bien des égards et peut-être que ça pourrait encore davantage aider la cause d'un projet de la sorte.
Ben, la seule chose qui peut retarder peut-être, c'est l'effet de la pandémie. Tu sais, Ouais. combien de temps qu'il n'y aura personne dans les stades? C'est plus ça la vraie question, parce que le temps qu'il n'y a personne dans les stades, les Rays, ils rient un peu dans leur barbe parce que je me dis, ils n'ont jamais personne, puis eux, ils sont habitués un peu à ça, perdre des revenus. Puis là, en même temps, c'est dur pour eux autres aussi. Ils pourraient peut-être, propriétaires pour avoir plus de difficultés, mais je me dis, le fait qu'il n'y ait personne partout dans tous les stades égaux, tu peux pas mettre le point, tu peux pas dire dans le fond, comme point d'argument, ben, au moins si on déménage à Montréal, il va y avoir peut-être 30 000 personnes par match, ça va être plus payant au Ouais. guichet. C'est sûr Mais qu'on pense on n'a pas quand le droit. même, évidemment, on s'attend à ce que cette pandémie-là finisse par finir à un moment donné. Là. C'est sûr qu'il Ouais. faut regarder. Évidemment, les prochains mois vont être, ça va être crucial pour la suite des choses, mais écoute, tout le monde vit la même affaire, mais ça reste que, en passant, les Rays perdent à peu près pas d'argent non plus, parce que dans le partage de revenus, Ah ouais, c'est une équipe qui est quand même financièrement pas si mal prise. C'est sûr qu'ils font pas beaucoup d'argent, mais ils n'en perdent pas beaucoup non plus. effectivement. Écoute, ça va être une série mondiale. On a pris une demi-heure pour mettre la table pour la série mondiale. Et en plus, ça va mousser les codes d'écoute d'RDS, j'en suis convaincu. Prenez le temps d'écouter ça comme du monde avec Marc. C'est vraiment excellent. Puis, écoute, c'est vraiment des excellents points, encore une fois, que tu as apportés. Là, je veux qu'on parle un peu plus de Marc Griffin, la personne, l'ancienne athlète, et peut-être encore aujourd'hui, des capacités athlétiques. Ouais, un peu moins, un peu moins. Pas Un si peu pire, moins. mais disons, un peu moins quand même. Je suis c'est pas si pire. Bref, j'aimerais qu'on parle un peu parce que dans le dernier podcast, on avait fini ça, puis il y avait plusieurs points qui me sont venus en tête. J'ai dit, ah, ça aurait été intéressant de parler de ça. Et c'est même toi qui m'as apporté un point en terminant le podcast. Tu m'avais proposé dans un prochain podcast de parler du traitement du baseball majeur. Mais en fait, on va parler de toi un peu là-dedans, là, mais que toi, tu avais remarqué en fait que le baseball majeur donnait aux expos dans les dernières années. C'est un point que tu m'avais apporté. Tu as dit, écoute, ça, moi, il y avait des choses que j'avais vues, j'avais entendues qui m'avaient fait mal. Puis ça avait été comme moins évident là-dessus, qui a mené au départ des expos. Qu'est-ce que tu peux nous parler de ce point-là que tu n'avais pas eu le temps d'élaborer? Ah ben écoute, c'est sûr que les dernières années des expos, c'était très difficile. Juste donner un ordre de grandeur. La belle saison de 94, avant qu'elle se termine en raison de la grève, Ouais. les expos avaient 140 quelques employés permanents. Évidemment, des milliers de saisonniers, évidemment, des emplois saisonniers. Et bon, dans les 140 employés permanents, ben, vous avez des départements à gauche, à droite, de communication, les médias, bon. Et là, lorsqu'on est arrivé à la fin des expos, donc les 2 dernières années, là, il y avait une quarantaine d'employés. Donc, il y avait une centaine d'employés de moins, Ça mais paraît. le défi était que ça ne paraisse pas. Alors, lorsqu'une équipe arrivait, on les traitait comme ça devait être traité. Donc, on ne sentait pas. Tout le monde avait 8 chapeaux, là. Et tout le monde en faisait beaucoup plus que ce qui était demandé au départ, mais on avait une fierté, on voulait que ça soit, tout le monde s'accrochait au point où à un moment donné, il y a un sauveur qui va arriver, une décision qui va être prise, que la franchise va rester, puis que là, on va pouvoir repartir vers le haut. Alors, il y a beaucoup d'efforts qui ont été mis là, de bien des gens, je dirais que mené de main de maître par Claude Delorme à l'époque, qui était la personne en charge. Et, euh, et du jour au lendemain, écoute, on a appris ça même dans les médias. Moi, je me souviendrai toujours, je m'en allais au stade olympique, puis on apprend qu'il y a une conférence de presse à midi à Washington qui annoncerait le transfert de la franchise. Alors, tu comprendras que lorsqu'on arrive au stade olympique, tout le monde pose la question et on nous confirme effectivement que c'est terminé. Ah, comment Pourtant, on nous t'as avait dit senti? à la fin du mois d'août que si le 1er septembre arrive et qu'il n'y a pas de décision, on commence à préparer la saison suivante. Donc, du 1er septembre au 27 septembre, tous les employés, ben, préparent déjà le camp d'entraînement, les guides médias, toutes les campagnes. Bon, il y a le paquet d'affaires que tu as travaillé pour te faire dire 27 jours plus tard que finalement, c'était pas ça, puis on part. Bon, Aïe, aïe, aïe. évidemment, c'est très frustrant, mais comme j'ai mentionné, c'est que le professionnalisme des employés était vraiment hors norme. Puis demande à n'importe quelle équipe qui se présentait à Montréal, tout le monde, il n'y avait pas de changement par rapport aux années passées. Là. Donc, on prenait soin de tout le monde. Aucune note, aucun remerciement du commissaire, du bureau de direction du baseball majeur. C'est comme, allez-vous-en, c'est terminé, amenez vos affaires. Puis c'est comme, coup de pied dans le derrière, puis ça vaut pas de la chenoute à Montréal, puis enfin, on se débarrasse de vous autres. Alors moi,
Je te dirais que la saison 2005, je l'ai suivie, mais de loin. J'avais vraiment une crotte sur le cœur pour le baseball majeur, d'avoir traité. Tu sais, c'est une chose que tu perds ta franchise, c'est une chose de te faire traiter comme des moins que rien, surtout quand tout le monde mettait les efforts en double, en triple, en quadruple. Ça, les gens l'ont trouvé tough, honnêtement. Là, puis, moi, ça m'a pris du temps avant de dire, bon, ben OK, là, je vais mettre mon orgueil de côté, puis on repart un peu à zéro. Mais c'était des années, des moments très, très, très difficiles vécus par ces personnes. Ah, tellement. Ça a fini d'une façon, là. Écoute, j'étais quand même jeune, j'avais 12 ans à l'époque. Puis, tu sais, je me souviens encore, j'étais en secondaire 1, je venais de finir, je venais de commencer le secondaire, en fait, là, c'était au mois de septembre, là. Fait que c'était le début de. Tu sais, c'est déjà gros pour un adolescent de débuter le secondaire. La tête est un peu moins à ces trucs-là au début, comme le baseball, des choses-là. Puis, là, en revenant, j'ouvre la télévision, puis je pense que c'était 5 à 7 ou quelque chose du genre. Puis, il explique ça en disant, écoute, désolé, les expos, il y a une conférence de presse qui vient d'avoir lieu, quitte pour Washington. Moi, j'y croyais pas, je voyais donc. Justement, on entendait déjà les pourparlers de la prochaine saison. Puis, tu sais, des fois, c'est un genre de transfert comme ça, tu en entends parler pendant plusieurs mois. C'est sûr qu'on savait qu'il y avait des problèmes, mais en même temps, on ne s'y attendait pas à ce point-là. Là, écoute, moi, je me souviens, j'étais en pleurs. Là, c'était les expos, ils ne peuvent pas partir. Puis là, ben, mon père arrive chez nous, puis écoute, je pense que c'était un mercredi, si j'ai une bonne mémoire. Là. Mercredi soir, il était fatigué de sa journée de travail. Il arrive à 6 heures, fait de l'overtime, tout ça. Puis il habitait à Terrebonne. Là, il dit qu'est-ce qu'on fait? Là, à soir, on écoute la game à télé. Tu sais, fait, mais non, je ne peux pas écouter la game à télé. C'est le dernier match des expos. Fait que là, il dit ah, mais là, on n'ira pas au stade quand même. Je dis, ben oui, OK, viens-t'en. On est parti au stade. On a pogné un billet sur le fly de même. Il avait augmenté en plus juste pour un match. Je trouvais ça un peu chien, me semble, pour le dernier match. Ils ont doublé le prix dans ce cas. Ben, il faut se souvenir aussi que c'est le baseball majeur qui était propriétaire des expos ouais, encore plus trop de cul. les dernières années. Puis ça, il y a des décisions prises qu'on ne tripait pas. Puis ben, voyons. Un peu lorsque Loria et Samson étaient arrivés comme propriétaires, ces gens-là arrivaient dans un marché puis ils étaient complètement déconnectés. Là. Les autres pensaient que c'était un marché comme New York, qu'on traitait les diffuseurs de télé ou les commanditaires d'une manière, puis là, tout le monde décrochait parce que c'est pas même que ça marche ici. Donc, on n'a pas pris la peine non plus du côté du baseball majeur. Tu sais, moi, je me disais, lorsque les Expos allaient jouer des matchs à Porto Rico, tu sais, je veux dire, moi, je faisais partie du voyage, j'étais à l'époque et je me disais, puis je me souviens d'en avoir parlé à Claude Delorme, je dis, écoute, tout l'argent dépensé, toute l'énergie dépensée par le baseball majeur pour aller jouer ces matchs-là, pourquoi qu'on ne les met pas à Montréal pour rétablir un peu là, les relations avec les médias, parce qu'il faut dire, là, les médias, je ne blâme pas les médias, mais on avait abandonné la cause des expos du côté des médias aussi. Personne dans le vestiaire. Alors, pourquoi le baseball majeur n'arrive pas avec sa grosse machine et dit hey, comment on fait pour que ça marche ici? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit. Mais on ne l'a pas fait. Bud Selig, écoute, c'était pas un grand fan de Montréal, on va se le dire. Là, mais ouais, ça pour dire que mettre tout ça ensemble, là, où il y a des efforts mis pour aller jouer à Porto Rico. D'aller jouer à Porto Rico, c'est une chose, puis c'était parfait, mais pourquoi on n'a pas mis les efforts ici à Montréal? Pourquoi on n'a pas tout fait pour aider la franchise à rester, peut-être rencontrer de nouveaux propriétaires possibles, d'être créatif dans tout ça, de s'assurer que le marché peut être viable. Non, on a juste comme abandonné, puis 2-3 personnes qui disent non, ça ne vaut pas de la chenoute le baseball ici, puis là, on ferme les livres. Tu sais, moi, j'aurais aimé ça vraiment qu'un journaliste, ou en fait, pas un journaliste, mais en fait, une espèce d'enquête journalistique sur le départ des expos. On aurait découvert des choses pas très, très agréables sur des décisions prises par des hommes qui, malheureusement, pensaient beaucoup plus à leur propre cravate qu'à l'ensemble, évidemment, de la situation. Donc, moi, le départ des expos n'a pas apporté une bonne nouvelle pour personne. Et je vous dis pas là, qu'on avait besoin absolument de ça au Québec, d'avoir une équipe de même, c'est pas ça que je dis, mais ça a quand même nuit à bien des égards, ce départ-là, puis ça n'a pas donné, évidemment, une bonne réputation à Montréal. Mais chose certaine, c'est du passé, puis j'espère que si un jour il y a un retour éventuel, que ce soit ville partagée ou non, qu'on aura appris de ces erreurs-là qu'on a commises au cours des dernières années de l'existence des expos, puis qu'on ne les répète pas, puis qu'on puisse s'en aller vers d'autres défis à ce moment-là.
Exactement, oui, c'est ça. C'est vraiment. J'espère que la prochaine fois sera différente. Et s'il y a une prochaine fois, est-ce que j'ai comme un feeling qu'il va en avoir un, mais quand exactement la prochaine fois, c'est plus ça que tout le monde se pose. Mais écoute, oui, effectivement, c'est des souvenirs qui sont encore douloureux. D'en reparler, ça fait quand même ressortir des certaines émotions. Puis justement, on se rappelle tout un peu comme le 11 septembre 2001, où est-ce qu'on était le 29 septembre 2004. Écoute, tout le monde s'en rappelle à peu près. Toi, tu l'as dit, tu étais dans ta voiture quand tu l'as appris. C'était un peu bizarre parce que on s'entend qu'il y a quand même tellement de insiders dans le domaine du baseball qu'il y a des rumeurs, c'est tellement facile à s'écouler. On en apprend quelques jours avant l'existence fondée de la rumeur. Puis au bout de la ligne, là, personne ne l'a vu venir quasiment. C'est arrivé comme un coup de pelle en face à la dernière seconde. Toi, quasiment pour pas y avoir un accident sur la route, là, la mâchoire a dû tomber à terre. Ah Ou, ouais. Écoute, ça en est suivi le dernier match au stade, puis ensuite, on ben s'en allait oui, à New York pour à New la York. dernière série de l'histoire des Expos au Stade Shea. Aïe, aïe, aïe. Dernier match de l'histoire des Expos, j'étais aux côtés de Ben Jacques oui. Doucet. Puis là, je vois cet homme-là, qui était là pendant les 36 ans des Expos, les 3 premières années à la presse, les 33 à la radio, les 33 dernières, puis Pauvre qu'il lui. s'écroule pratiquement devant moi parce que Jacques était le porte-parole du baseball francophone au Québec, puis il avait l'impression que tous ses efforts, lui a donné sa vie là, aux Expos, puis il avait Ouais. l'impression qu'il avait fait ça pour rien. Que toutes ces heures-là, ces années-là qu'il a données, puis là, finalement, c'est comme si on l'abandonnait là, dans sa poursuite de... Alors, écoute, c'était des Tellement. moments... Vraiment, là, fin 2004, 2005, ça a été des années tough pour les vrais amateurs de baseball et ceux qui vivaient de ça. Mais bon, écoute, faut pas vivre dans le passé, mais ça Mhm. reste des moments marquants d'une Ça carrière fait de partie de baseball. l'histoire. On n'a pas le choix de s'en souvenir, ça fait partie de notre histoire. Puis écoute, c'est un peu plate qu'il n'y ait jamais eu le même traitement réservé à d'autres équipes du baseball majeur qui ont eu des difficultés également, qui ont eu personne dans les estrades, puis que ça a passé plus comme dans du beurre. Puis Montréal, on dirait que c'était comme le mouton noir, comme toujours. Mais bon, oui, bon, pour revenir à ta carrière à toi, Marc, il y a une question que j'avais voulu te poser la dernière fois que je n'avais pas eu le temps de te demander, mais y a-tu un moment au début de ta carrière de joueur, mettons, quand tu débutes dans le baseball mineur affilié, que tu es tout récemment signé par les Dodgers, y a-tu un moment que tu t'es découragé au point de dire, écoute, je pense que je terminerai même pas ma première année. C'est vraiment plus difficile que je pensais. Je ne réussirai pas à atteindre le plus haut niveau. Ou c'est vraiment ton mental a toujours resté béton puis que tu t'es toujours encouragé à poursuivre ton rêve. Ah, c'est une bonne question. Écoute, il y a eu des moments de découragement, effectivement. Là, le plus difficile, c'est que tu arrives au camp d'entraînement. Bon, on te signe. Moi, on m'avait signé, on m'avait donné quand même un très bon bonnet de signature. Donc, ça voulait dire qu'on croyait vraiment beaucoup en moi. Là, tu arrives au camp d'entraînement, puis là, tu regardes autour de toi, puis il y a une centaine de gars qui sont bons en tas. Là. Ouais. Moi, physiquement, j'ai jamais été très gros. Fait que, soudainement, j'ai eu je me disais, bon, je vais-tu être capable de passer au travers avec ce physique-là comparé au gars de 6 et 2, 185 livres qui court comme une gazelle. Mais rapidement sur le terrain, sans dire que je me suis imposé, j'ai réussi à m'installer, à montrer que j'avais ma place parmi ces autres joueurs-là. Donc, j'ai jamais vraiment senti un découragement total. Est-ce que j'ai eu des passages à vide difficiles? Dans ma première année, absolument. Je me souviens même d'avoir été critiqué dans les journaux par mon gérant. On s'attendait beaucoup plus de lui. Puis, oui, mais les claques d'en face, je les prenais pour me motiver. Ouais, c'est ça. Ça m'a vraiment aidé à me positionner dans ça. Mais je t'avouerai que le transfert de jouer amateur 60, 70 games à professionnel 162. 150, 160 games, c'est pas du tout la même affaire. Puis là, c'est ta job. C'est pas juste là que, OK, ça va pas bien, c'est pas grave. Là, tu regardes dans la hiérarchie d'une organisation, moi, j'étais un voltigeur de centre, mais voltigeur de centre avec les Dodgers, t'en as un dans le 3, dans le 2A, dans le A fort, dans le A moyen, dans le A. La Fait pyramide est longue. fait que toi, moi, j'étais dans le A fort. Fait que j'avais déjà sauté 2 étapes, mais c'est parce que si ça va pas bien, puis le gars dans le A moyen va super bien, est-ce qu'on change? Est-ce qu'on. Puis à l'inverse, toi, tu vas super bien, puis le gars du 2 va pas bien, mais on ne te rappelle pas dans le 2 quand même. Là, tu te dis, bon, c'est-tu fair, cette affaire-là? Fait que tu es toujours en train, malheureusement, de te comparer au SI et 2.
Regardez les Tu sais, une stats. mauvaise semaine au baseball, ben c'est 25-30 présences au bâton, c'est beaucoup, tu sais. Puis là, c'était 1 en 25, puis le gars en bas, il est 10 en 25 avec 3 circuits puis 8 buts volés. Alors, tu es tout C'est le ça. temps en train de te dire, écoute, je peux pas tomber dans un passage à vide. Fait que le problème, c'est que quand tu es un petit peu blessé, tu as mal à un genou, tu as mal à un poignet parce que tu as volé un but puis tu t'es coincé le poignet, mais tu le dis pas parce que Non. moi, je ne peux pas sortir. Puis tu sais, tu connais évidemment, je sais pas si tu connais l'histoire de Wally Pipp, mais Wally Pipp était le joueur de premier but des Yankees. Puis à un moment donné, il dit, j'ai mal à la tête, coach, je prendrai une journée de congé. Puis le gars qui l'a remplacé, ben, c'est Lou Gehrig. Puis Lou Ah Gehrig en a ouais. joué 2130 de suite au premier but, Il alors que aurait son jamais dû premier prendre match, sa c'était journée. fait que tu comprendras que l'histoire de Wally Pipp dans les rangs mineurs, tout le monde la connaît. Fait que tu veux pas sortir de la formation, surtout quand tu es un joueur régulier. Fait que c'est un monde, c'est une jungle, hein, Ouais. puis, mais honnêtement, mentalement, ça m'a toujours quand même bien servi pour essayer justement de me raplomber puis de montrer que je faisais partie quand même de l'élite de tout ça pour essayer d'impressionner le plus de monde possible. Puis je te dirais là que la journée, quand tu es dans le baseball professionnel mineur ou même majeur, mais la journée que tu commences à penser à ton plan B, c'est terminé. Non. Si t'es pas, tu sais, je sais que les gens, dans la vraie vie, là, on dit aux gens, OK, regarde, fais ci, mais aie une porte de sortie. Mm-hmm. Puis c'est un bon conseil. Moi, je vous dirais, par contre, en tout cas, moi, ce que j'ai vécu, puis ce que d'autres ont vécu, puis l'expérience que j'ai eue, c'est que si tu n'es pas focusé à 100% sur ta tâche que tu dois faire, de performer, de frapper, de courir ou de lancer, peu importe la position que tu joues, la journée que tu dis, ouais, là, il faudrait peut-être que ça va moins bien, il faudrait peut-être que je pense. Je te le dis, là, tout le monde, ça se termine là. Exact. Fait que, moi, le conseil que je donne, c'est que si tu es dans un projet, fonce à 100%. Puis si ça ne fonctionne pas une journée, ben, tu auras quand même toutes les qualités que tu as eues dans dans tes activités pour te permettre de te repositionner ailleurs. Donc, et moi, la journée que j'ai dit, ouais, là, ça commence à être plus difficile. Là. Je ne rajeunis pas, je suis encore dans le 2A, tu comprends? Oups! On dirait que ma mentalité a changé, puis que Ça a tout finalement, ben, j'ai changé. décidé effectivement de me retirer pour, bon, m'en aller par la suite à la télévision. Mais c'est une jungle, puis j'ai vu beaucoup de joueurs avec un talent, honnêtement, là, wow, là, des Cody Bellinger, justement, des gars avec du côté athlétique incroyable, mais qui n'étaient pas capables de passer à travers le fait qu'il y avait d'autres gars aussi bons qu'eux autres, sinon meilleurs. Ils n'acceptaient pas. Quand tu arrives dans un camp d'entraînement, tu es le meilleur de ton petit coin de pays. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Il y en a Puis plein d'autres. souvent, tu as toujours été le meilleur de ton petit coin de pays. Mais là, tu arrives dans un endroit, puis finalement, tu n'es plus le meilleur. Non, c'est ça. Il y a beaucoup de jeunes qui n'acceptent pas non plus, acceptent pas, sont pas capables de dealer avec cette situation-là. Et, et d'autres qui arrivent de la République dominicaine, qui se foutent carrément des autres, puis qui veulent juste jouer à la balle. Eux autres se faufilent dans la hiérarchie pour se retrouver ailleurs. Donc, c'est vrai que l'aspect mental, Yogi avait raison, 90% mental, l'autre moitié physique. Tellement. Il avait pas fou quand il disait. Il était pas fou quand il disait ça. Non, non, il y a une belle carrière aussi pour le prouver derrière tout ça. Écoute, c'est vraiment intéressant ton point parce que c'est drôle. Ben, j'ai reçu Steve Bégin dans le dernier podcast, puis il me disait un peu la même chose, mais au hockey. C'est ça qui est drôle, c'est que peu importe le sport, dans le fond, c'est un peu la même situation que toi. C'est un gars qui disait, écoute, j'ai pas le meilleur talent du monde, je suis pas le meilleur joueur de hockey dans le camp d'entraînement, mais je sais que j'ai une blessure à la cheville, j'ai une blessure à l'épaule. Je dois me présenter, puis il ne faut pas que ça paraisse parce que je sais qu'il y a quelqu'un d'autre qui va prendre ma place, puis ma place n'est pas garantie comme un Sidney Crosby ou un Connor McDavid. Bien, c'est un peu la même chose que tu dis, c'est que des fois, il y en a qui jouent en dépit d'une blessure simplement pour garder leur poste, puis ils savent qu'ils ne peuvent pas se permettre d'avoir un slump, je ne sais pas comment dire en français, mais une baisse de régime. Le pire de tout ça, là, Antoine, le pire de tout ça, là, c'est tu regardes ça, après ça, tu te dis, ben, c'était une bonne décision, mais finalement, c'était pas une bonne décision Non. parce que, moi, là, je suis un voleur de but. Mais si j'ai mal à un genou, j'en volerai beaucoup moins. Ouais. Puis là, on dit, mais pourquoi qu'il en vole moins? Alors, tu comprends? Ouais, mais en même temps, ben, on est tellement insécure parce que vis-à-vis ce qu'on a devant nous qu'on se dit, faut que je vais montrer à la place que je suis un guerrier puis que ça va passer au travers. Mais honnêtement, il y a des fois, ça aurait peut-être fait du bien de prendre une couple de journées de congé pour guérir
pour de bon, puis pas traîner ça pendant 6 mois de temps. Là. En même temps, la mentalité du baseball est différente que du hockey là-dessus. Je me dis, au hockey, ça met en valeur les guerriers, les toughs, les Brendan Gallagher chez Weber qui jouent en dépit d'une blessure à une jambe en série. Puis on dit, hey, thumbs up, lui, c'est un vrai, il est là pour ses coéquipiers, il lâche pas. Mais un joueur de baseball, c'est un peu moins la mentalité. Il y a 40 joueurs dans un alignement prêts à embarquer en cas d'une blessure. Puis, il y a une grosse hiérarchie dans le baseball mineur. Je me dis, comme tu dis, c'était pas la bonne décision parce que ça affecte tes performances. Puis le coach va bien plus remarquer le fait que tu volais pas de but cette journée-là puis que tu as été 0 en 4 que si tu disais, écoute, je file pas aujourd'hui, j'ai mal au genou, ben, il t'aurait peut-être laissé de côté puis l'opinion serait peut-être meilleure face à toi puis ta carrière aurait pu Mais sur le devenir. coup, c'est pas le même que tu Non, vois ça. ça c'est normal. Quand tu as l'uniforme sur le dodo, puis tu vois que ton nom est sur le line-up, tu dis je vais m'arranger pour jouer, puis that's it, that's all. Je pense que la mentalité, surtout, moi, ce qu'on appréciait beaucoup de moi, c'est, puis peut-être parce que j'ai joué au hockey aussi, là, mais c'est la mentalité que ce qu'on m'appelait, moi, j'étais un hard-nosed player, là, c'est de l'expression qu'on utilisait, c'est que moi, je fonçais dans le tas, là, je fonçais dans la clôture, puis je fonçais dans le tas. Donc, c'est sûr que ça nous aide. La réputation des Canadiens quand tu t'en vas aux États-Unis, ben, c'est un petit peu ça. Là, puis, alors, tu comprendras que moi, pas parce que un moment donné, je suis atteint au coude que je vais sortir du match. Là. Même si je ne chantais plus mes doigts, à un moment donné, je vais dire que je vais rester là parce que ça prend ça. Mais sur le coup, des fois, tu dis, ouais, il y a peut-être des fois que j'aurais pu dire, ben là, je ne sens plus mes doigts, je ne sens plus mes doigts, il faudrait peut-être que je prenne une journée de congé. Mais bon, ça fait partie de l'expérience de jouer dans le sport professionnel, puis essayer d'apprendre de tout ça dans ta vie par la suite. Là. Ben, tellement. Puis écoute, tu le dis, puis c'est drôle. En disant, quand j'ai dit mon dernier point, je me suis dit, c'est vrai que ça n'a pas de sens parce que, tu sais, je suis dans une ligue de baseball, tu sais, pour le fun aujourd'hui avec mes chums, tout ça. Puis, tu sais, c'est ligue senior. Puis, si on arrive en série, je lance tous les matchs en relève. Puis, si j'arrive en série, j'ai mal dans le bras rendu en série quasiment toutes les années. Puis, tu sais, je suis comme closer, entre parenthèses. Fait que, tu sais, t'arrives pour closer le match, t'as mal dans le bras, puis t'es en série, ton coach te regarde, puis t'es-tu prête? Oui, je suis prête. T'as pas mal dans le bras. Tu veux lancer même dans le baseball pas payé. Dans toute ma carrière, j'ai rarement vu lorsqu'un instructeur va voir ou un gérant va voir son lanceur et il va dire il n'y a pas un qui va dire non, moi je t'adapte. Tout le monde veut. Tu veux. C'est comme ça, puis c'est correct. Je pense que honnêtement, là, j'ai pas joué beaucoup de matchs dans ma carrière où j'avais pas mal nulle part. C'est normal à jouer autant. Là. Une petite cheville là, qui fait mal, un poignet qui fait mal, un épaule qui commande, c'est plusieurs. Bon. Fait que ça fait partie de la game. Hein. Ah, exactement. Ça fait partie de la game, mais c'est un point qui est important de mentionner parce qu'on dit souvent que les joueurs de baseball, c'est pas un sport comme de contact comme le hockey ou le football ou whatever qui sont moins rough envers leur corps. Mais hey, c'est 162 matchs par année. Tu as 4 congés par mois si tu es chanceux. Puis encore là, c'est pas des congés 100% congés. Tu as des pratiques en plus. C'est un sport qui est tellement exigeant sur le corps. Antoine, on m'avait dit quand je suis arrivé dans le baseball professionnel, tu vas apprendre ce qu'on appelait les dog days of August. Donc, les journées là, du mois d'août où tu as l'impression que ton corps te lâche. Aïe, aïe, aïe. Bon, OK. Alors, moi, j'ai commencé la saison avril, mai, juin. Moi, c'est arrivé à peu près à mi-juillet. J'arrivais à mi-juillet, là, puis écoute, le bâton, il passait plus. Tu sais, je veux dire, je voyais la balle, je semblais être timé dessus, puis pouf, j'étais. Tu sais, pendant 3 semaines, là, j'ai frappé à peu près pour 180. Là, c'est qu'à un moment donné, le corps suivait effectivement plus. Aïe, aïe, là, à un moment donné, ça reprend. Là, il y a comme une énergie que tu reprends. Mais il y a une période, là, souvent, là, dans les 3 semaines, 1 mois, là, où à un moment donné, la chaleur, la saison, le physique, tout, ça casse. Ça casse vraiment. Puis, tu sais, je l'ai vécu en disant, voyons, ça n'a pas d'allure, là, je me sens pas si mal que ça. Non, ton bat, il passe plus. Le fameux exit velocity, là, est descendu de 7-8 000 à l'heure. Puis, tu as l'impression que tu comprends pas. Tu sais, mais c'est ça. Ça fait partie. Alors, tu sais, ceux qui disent que le baseball n'est pas un sport, là, venez vous taper 150 games en 160 jours. Vous allez changer d'opinion assez rapidement. C'est un autre, ouais, c'est ça. Ils vont changer assez vite d'opinion parce qu'effectivement, c'est très exigeant. Aussi pour un lanceur, même s'il y a des journées de congé, là, surtout les lanceurs de relève, à chaque jour d'être prêts. On les voyait hier en série, là, même les lanceurs des Braves qui sont arrivés, pas supposés lancer, il a lancé 3 manches le jour d'avant, il joue le lendemain. C'est
écoute, c'est vraiment impressionnant, puis il faut leur lever notre chapeau. J'ai envie de te parler d'un point qui n'a aucun rapport avec le baseball, de choisir par où qui s'en va. Mais écoute, le podcast a pour but d'inspirer les gens en pleine pandémie. Et toi, tu es un parcours qui est très inspirant dans plusieurs facettes. Tu es quelqu'un qui a beaucoup je pourrais dire, très polyvalent. Et j'en découvre à chaque fois sur ton cas que je fais des recherches, je tombe sur des affaires, genre, ouais, il fait ça. Écoute, c'est vraiment impressionnant. Tu as lancé un projet avec ta conjointe, je pense, de ce que j'ai compris, une édition de livres pour enfants, une collection de livres pour enfants, si j'ai bien compris. Exact, exact. Hey, raconte-nous ce beau projet-là. Ben, écoute, ma conjointe, c'est une enseignante, orthopédagogue, qui, évidemment, adore la lecture. Donc, tu comprendras le lien où, à un moment donné, elle avait vraiment une facilité d'enseigner la lecture aux jeunes, surtout ceux qui n'aiment pas la lecture. Tu sais. Alors, Ouais. et à un moment donné, ben, c'est sûr qu'au niveau du matériel pédagogique, on trouvait qu'il y avait comme, surtout pour les garçons, hein, on sait que les garçons, des fois, les jeunes garçons, c'est un peu plus difficile que les jeunes filles. Mais alors, à un moment donné, elle a décidé de partir une espèce de collection de livres. Alors, on a cogné à des portes de différentes maisons d'édition où il y avait, bon, un refus ou c'est un beau projet, mais pas pour tout de suite, puis un paquet de choses comme ça. Fait qu'à un moment donné, on s'est regardé et on s'est dit, ben, partons-les, cette maison d'édition-là, Ah, ouais. qui s'appelle Flic Flac en passant. Ben Et, oui. et là, à un moment donné, ben, elle est partie, elle a première collection, là, c'est vraiment première lecture avec des images, avec puis à un moment donné, ben, ça en dit que ça a explosé, ça a eu une première belle vague. Alors, on a bâti ça. Alors aujourd'hui, ben, on a plus de près d'une quarantaine de livres, mais qu'il y a aussi donc de première lecture jusqu'à lecture secondaire. Puis c'est souvent des belles lectures qui permettent évidemment d'aller chercher le sens d'une lecture. C'est pas juste lire pour lire. Là. Alors, puis, écoute, c'est parti comme ça. Alors, on a commencé à faire des tournées de salon du livre. Puis, elle a commencé à faire évidemment des animations dans des écoles. Fait que, tu sais, on gagne pas notre vie avec ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout le monde à temps plein là-dedans, mais on le fait de façon évidemment très sérieuse. On a des Ben oui. auteurs avec nous autres. On s'est associé à d'autres maisons d'édition aussi. Vraiment un Beau très, projet. très, très beau projet. C'est flicflac.ca, là, qui est le site web. Et moi, je trouve ça magnifique. Elle avait elle caressait le rêve de faire ça. Elle a toujours eu l'amour pour la lecture. Et on a tenté de la Ben oui. transmettre à nos enfants. Je pense qu'on a bien réussi, qui ont servi un peu de cobaye dans nos différents tests là, vis-à-vis la lecture. Puis là, on est bien, bien fiers de ce que ça a donné jusqu'à maintenant. Alors, Wow. on a un petit côté lecture qu'on aime beaucoup à la maison. Ben, quel beau projet de couple, surtout, parce que, tu sais, souvent, on dit, parce que j'ai reçu quelques entrepreneurs au podcast, c'est pas juste un podcast sportif, là. Les gens qui voient le baseball à tour de bras dans mon podcast vont dire, coudonc, faites juste du sport. Non, c'est tous les intérêts que je caresse, dont l'entrepreneuriat. Puis, ce côté-là que j'ai découvert, je pense que c'était dans un podcast avec Amélie Delobel, qui est une fille que je connais très bien au niveau du podcast, athlète entrepreneur, Exact. qui vraiment m'a aidé au début dans le podcast. Je tiens à la remercier d'ailleurs, elle est très sympathique. Mais oui, c'est ça, dans le fond, vous en avez parlé de ça. Puis je disais, hey, je n'étais même pas au courant qu'il faisait ça, puis j'en ai pas parlé la dernière fois. Puis, tu sais, ça peut toucher des gens qui nous écoutent parce qu'il y a des gens passionnés de baseball qui peut-être caressent l'idée de se partir un projet avec leur conjointe aussi. On ne sait pas non plus si ça peut être quelque chose de faisable, mais est-ce que ça va peut-être, je pourrais dire, solidifier le couple ou au contraire, peut-être ça peut être difficile peut-être sur la chimie du couple, travailler ensemble, mais de ton côté, tu n'as pas eu peur, tu t'es foncé puis tu l'as essayé pareil. Oui, oui, Fait que... moi, je suis vraiment, je suis comme l'administrateur, là, je fais les affaires plates. Euh, Puis elle, c'est elle qui crée avec, évidemment, on a des illustratrices qui sont avec nous, on a évidemment des correctrices, on a une belle équipe. Et honnêtement, ce qu'on a décidé de choisir, c'est une synergie hors du commun. C'est que c'est une famille. Tous les gens qui travaillent autour de nous, on a vraiment l'esprit familial dans le sens que, tu sais, c'est très simple ce que l'on fait. On essaie, on refuse des projets juste parce qu'on n'aura pas, on n'aura pas le temps et l'énergie pour mettre. Quand on le fait bien, on le fait avec le plaisir. La journée, quelqu'un vient nous voir puis on dit ah là, je trouve ça lourd, je trouve ça plate. OK, là, on change, puis qu'est-ce qui s'est passé, puis on essaie de ne pas répéter, évidemment, tout ça. Donc,
on est vraiment, vraiment contents. Les gens qui travaillent avec nous semblent aussi très heureux. Ben oui. On est encore tout petit dans un monde qui est très, tu sais, on va se dire, le monde de l'édition, c'est pas un Oui, monde facile. facile. Il y a Ouais. eu beaucoup, au cours des dernières années, là, des petites maisons d'édition qui ont malheureusement disparu ou qui ont été rachetées par des plus gros. Mais nous, on le fait, tu sais, oui, on aime ça avoir des ventes, là, mais on le fait vraiment par passion, par le plaisir de faire. Puis, tu sais, j'en ai peut-être déjà parlé, mais c'est la même constat pour ma conjointe. Tu vas dans un salon du livre, il y a des millions de livres dans un salon, mais l'enfant vient acheter le tien. Ça, Incroyable. je veux dire, il n'y a pas un signe de pièce qui fait en sorte que ça va te chercher plus que quand on choisit ton livre ou ta collection. C'est ça la paye qu'on se donne présentement, puis on en est bien, bien fiers. D'ailleurs, on va fêter nos 10 ans là, Oh, OK. Fait que ça fait, je pensais que c'était un projet plus de 2-3 ans, de manière j'avais compris, là, mais 10 ans quand même. Ouais, Wow, ça fait une félicitations. dizaine d'années qu'on a parti ça, puis on est toujours bien, bien en vue, puis on aime ça. C'est sûr que, comme je te dis, on n'est pas très gros encore, mais c'est pas ça qu'on recherche nécessairement. On a chacun des emplois, on aime ce qu'on fait, puis ça fait, c'est vraiment quelque chose qui nous Passion. tient. Ouais, wow. Puis qu'est-ce qui fait que vos livres se différencient peut-être de d'autres du même style, la même catégorie, où tu parlais de nouveau aider les jeunes garçons surtout à lire. Qu'est-ce que ça fait de différent plus, mettons, quelqu'un qui achète vos livres ou un parent qui pense à acheter de votre édition, qu'est-ce qui les caractérise un peu mieux? Ben, écoute, il faudrait que ma conjointe, elle serait pas mal meilleure que moi Ah, pour OK, te ah, répondre. c'est vrai, t'es plus d'aspect paperasse. Non, mais ce que je te dis, c'est qu'on a des stratégies de lecture. OK. Puis la lecture, là, il n'y a pas un livre. Comment je te dirais ça? C'est que il n'y a pas de mauvaise réponse. Ce que tu lis, puis ce que tu penses que c'est, ce que tu lis, c'est ça. C'est parfait. C'est peut-être pas le message lancé dans le livre, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est que Oui, il faut que la lecture, elle soit le fun. Il faut que le jeune qui commence à lire ou le moins jeune qui est au secondaire, ben, c'est pas, tu sais, qui peut se questionner. Puis c'est pas de demander quelle était la couleur de la robe de la princesse. Là. Ça n'a rien à voir avec ça. Là. C'est vraiment, toi, là, comment tu l'as vécu, ce paragraphe-là ou ce chapitre-là? Tu l'as vécu comment? Qu'est-ce qui. Puis là, l'enfant va répondre, on dit, ben parfait. Puis l'autre à côté, ça va être autre chose, puis c'est parfait aussi. Tu sais, il n'y a pas de. Tu Ah, comprends? OK, je C'est une comprends. lecture Oh, oui. qui permet de. Bon, puis lorsque je L'espace à parlais des interpréter. stratégies de lecture, ben, il y a les stances. Est-ce que tu sens le livre, pas au niveau de l'odeur, mais il y a un paquet d'affaires qui permet au lecteur parfois de s'accrocher sur quelque chose. Puis, ça ne prend pas grand-chose d'ailleurs pour aimer la lecture lorsque tu fais face à un livre qui permet justement d'apprécier ce que tu lis ou que tu as enfin compris ce que tu lis. Parce que le grand défi de nous, c'est de faire aimer la lecture. C'est ça C'est qui pas de dire, OK, je me suis tapé 8 livres cette année, puis j'en suis fier. Oui, mais non, mais t'aimes-tu ça, la lecture? Alors, le grand défi, c'est que les jeunes puissent apprécier ce qu'ils lisent, puis qu'ils peuvent, euh, la prochaine fois qu'ils ont un défi d'une lecture, par exemple, on sait qu'au secondaire, dans les cours de français, c'est du plate parce que là, ils te demandent un livre. Mais il y a peut-être un côté que tu vas apprécier de ce livre-là, même si l'histoire ne vient pas te chercher. Puis ça, ben, c'est un autre défi aussi. Des fois, on trouve que les lectures obligatoires, par exemple au sont difficiles. secondaire, on se dit, on devrait peut-être faire choisir au lecteur ce qu'il aime lire. Tu sais, au lieu de lui Effectivement. forcer à lire un livre qui n'a pas d'allure là, dans son style. Bon. Mais ça, c'est un autre débat. Là. On a beaucoup de débats de lecture, évidemment, à travers nos discussions. Puis elle se promène beaucoup dans les écoles. Donc, on a le pouls vraiment de chacun des élèves. Puis ça nous amène à avoir un peu plus d'expérience pour mieux préparer la lecture par la suite. Donc, Ben, wow. on est bien, bien fiers de ça. Un très beau projet. Félicitations. Ben, une belle entreprise. Ça fait déjà 10 ans, comme tu dis. Ouais. Donc, c'est plus rendu un projet, c'est vraiment rendu une entreprise qui perdure. Et puis, félicitations. Je vais même, pour vous donner un coup de main, vous allez être la commandite du podcast d'aujourd'hui. Je vais vous plugger ça dans l'intro en parlant de vos services. Écoute, si ça peut peut-être contribuer à ce que certains jeunes enfants puissent lire davantage, tant mieux. Ça me vient me toucher parce que effectivement, j'ai terminé mon secondaire.
sans jamais avoir lu un livre. Sincèrement, là, je l'avoue, je n'ai jamais terminé un livre au complet. Je suis capable de lire. Je suis incapable de rester concentré sur une lecture pendant X nombre de temps. Peut-être que c'est le fait, comme tu dis, que j'étais un jeune garçon à l'époque et j'avais de la difficulté à rester concentré sur la même tâche. J'avais besoin de bouger, puis moi, rester assis sur une chaise à lire un livre, ça peut devenir très long et ennuyant. Donc, c'est ce qui a fait que ça n'a jamais donné. Mais je te dirais, j'ai commencé, c'est quand même pas longtemps non plus, j'ai lu Game Over, le livre d'Éric Gagné. C'est des sujets vraiment, tu sais, il faut que ça soit un sujet qui vient chercher le jeune. Puis comme tu dis, au secondaire, on pousse ben trop à lire vraiment des livres qui sont peut-être pas dans les intérêts du jeune en question. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Puis, tu sais, je pense que c'est vraiment ça qu'on devrait peut-être pousser davantage le jeune à aller vers ses passions, vers ses intérêts. Puis aujourd'hui, ben, je ne suis pas un grand lecteur encore à l'heure actuelle, mais c'est quand même gênant. Tu sais, on pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui disent ça. J'ai reçu Kevin Raphaël et Alexandre Alain qui sont impliqués dans la fondation Ago On lit, qui aide justement les jeunes davantage à lire au Québec. Et puis, il me disait ça justement. C'est vrai que pour les gars qui ne lisent pas, c'est comme un peu je pourrais dire, un manque d'intelligence de l'avouer, de dire « Ah, écoute, moi, je lis pas beaucoup, puis j'ai peur. » L'orgueil, c'est ça, de dire « Je suis pas intellectuel, moi. » Puis, c'est pas ça. Moi, à chaque jour, je lis des articles, j'adore lire les journaux, j'adore, mais j'ai une culture générale très développée, mais me concentrer sur une lecture d'un roman, je suis incapable de… Pourtant, j'adore les films. Au début du secondaire, on t'avait proposé différentes lectures. Exact. Peut-être qu'à un moment donné, il y en a une qui t'aurait accroché plus, puis que là, tu aurais pu dire, OK, ben ça, c'est un champ d'intérêt pour moi. C'est ça. Non seulement ben, j'apprends en plus des choses parce que c'est mon champ d'intérêt, mais je lis, puis tu lis sans savoir que tu lis parce que tu as de l'intérêt à lire ça. Donc, c'est un gros débat qu'on a lorsqu'on rencontre des gens associés aux écoles, puis des choses comme ça, c'est de lire vraiment, c'est d'offrir aux jeunes la possibilité de lire un livre ou en tout cas un sujet qui va venir le chercher un petit peu plus. Puis là, je sais que tu vas me dire pour le secondaire, il y en a qu'il n'y a rien qui les intéresse. Mais au moins, si tu essaies, si tu en essaies différents, vraiment 3, 4, 5 types de livres complètement différents, peut-être que il y a quelque chose qui va t'accrocher. En tout cas, c'est un éternel débat. C'est ça. Ça reste que c'est un beau défi, puis de voir un jeune dans ses premières lectures qui est rendu justement en 5e, 6e année, puis qui lit quelques livres par année, sans en lire 25, il peut en lire 2 ou 3, ben, tu dis, écoute, j'ai peut-être donné le goût un peu à la lecture, puis la lecture, elle va toujours rester, là, que ce soit sur du papier ou que ce soit de façon électronique. On va chercher aussi beaucoup de… en tout cas, moi, personnellement, là, je suis beaucoup dans le baseball. Toute la journée, je parle de baseball, je lis sur le baseball, j'analyse du baseball. Fait que moi, le soir, je prends un roman, là, carrément, là, je me sauve ailleurs, carrément dans d'autres choses, parce que sinon, sinon, on va se perdre dans tout ça. Là, exact. Puis le lendemain, ben, tu reparles à un podcast de baseball. Écoute, c'est un éternel recommencement, mais quand c'est une passion, tu le calcules pas puis tu le vois pas le nombre de temps que tu passes dans une journée à parler de ta passion. Puis tu sais, c'est drôle, tu dis, ton but, c'est vraiment de faire comprendre aux jeunes de lire quelque chose qui les passionne davantage. Moi, j'offre des conférences dans les écoles secondaires et primaires, justement, pour inspirer les jeunes à croire en leur passion et à faire quelque chose de leur vie qui les inspire davantage, quelque chose qui les passionne. Fait que, c'est un peu le même message au niveau de la lecture, au niveau de leur vie. Puis, on véhicule le même message. C'est pour ça que c'est venu me toucher quand j'ai entendu parler de cette histoire-là. Puis, je voulais qu'on en parle dans le podcast. Ben, puis c'est pour ça que d'ailleurs, le livre que j'ai écrit, il est écrit vraiment en pensant, aux petites filles aussi, mais surtout justement aux garçons, parce que c'est une lecture qui est facile. Le livre que je l'ai écrit au présent pour que ça soit une lecture facile, mais qui en même temps donne le goût aux jeunes. C'est une passion, là. C'est pas obligé avec le sport, ça peut être d'autres choses, mais alors, c'était vraiment mon objectif d'écrire un livre. C'était pour ça, puis ça rejoignait évidemment le message qu'on veut avec la maison d'édition en même temps. D'ailleurs, on va en parler vite avant la fin du podcast, là, parce que l'heure file, puis avec toi, on ne voit pas le temps passer, mais c'est un compliment, il faut dire. On a parlé de ton livre Griffin 26, justement, des éditions de Mortagne, je pense. Oui. OK. On en a parlé dans le dernier podcast. Tu nous parlais de possiblement un tome 2 qui allait sortir un jour. Est-ce que ce projet-là continue à mijoter dans ta tête avec la pandémie ou parce qu'il y a beaucoup de stock à jaser encore dans le tome 2, là, ce que j'ai compris? Là.
Ben écoute, je me suis fait vraiment poser la question plusieurs centaines de fois. Pour l'instant, non. En fait, tu sais, c'est pas un non catégorique. J'ai On pas verra. pensé à la deuxième. C'est sûr que, tu sais, je me répète, là, c'est que le livre initial, c'était de raconter, de faire rêver un peu le jeune. Tu sais, j'ai commencé très tôt, tu sais, à un jeune âge, le livre, pour finir ça, où j'avais même pas fini ma carrière de baseball, mais je voulais juste montrer aux jeunes que nos rêves soient aussi fous là, que de penser jouer pour les Expos de Montréal, ben ça se peut, tu sais. Ah ouais. Mais là, les gens disent, OK, c'est bien beau, c'était le fun. Mais maintenant, comment qu'un gars passe du joueur à commentateur? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est Comment important t'as aussi. réussi? Parce que, tu sais, moi, je rentrais dans un club select. Hein? Jacques Doucet, Roger Brulotte, Claude Raymond. Bon, c'est pas n'importe qui va dire, ben moi, je Non, rentre non. là-dedans. Aïe, aïe, aïe. Alors, qu'est-ce Intimidant. qui a fait en sorte que j'ai pu me faufiler dans le groupe? Puis, tu sais, alors, je t'avouerai que ça a été des débuts très difficiles en termes des relations, là, parce que, tu sais, eux autres, qui avaient un jeune qui arrive puis qu'il peut peut-être mélanger les cartes ou, tu sais, est-ce que Vas-tu voler mon poste? ben, je pense pas qu'il y avait cette Non. insécurité-là, mais en même temps, ben, ça dérangeait. Là. C'est clair que ça dérangeait. Là. Mais j'ai quand même décidé de rester, de foncer malgré les embûches. Que les gens aimeraient connaître cet aspect de cette histoire-là. Puis Oui. j'ai vécu, évidemment, la fin des expos, toute l'histoire de cette fin des expos, vue d'un employé, vue d'un gars qui, bon, je n'étais pas décisionnel dans l'organisation, mais reste que j'étais très près de Claude Delorme aussi, je voyais des choses, tu sais, bon. Alors, c'est sûr, ce que j'ai le goût de faire ça, est-ce que j'ai le goût de m'en aller là? Hmm. Peut-être, là, mais pour La l'instant, demande y est. un projet de 3 ans, le premier, là, fait qu'on va, on va peut-être attendre de prendre un peu d'âge, là, voir si tu sais, honnêtement, là, si jamais on sent un retour possible des expos, là, ça pourrait devenir une occasion vraiment le fun de dire, ben, on a vécu la fin, mais là, les expos reviennent. Fait que tu me vois venir un peu là, dans le scénario. Fait que c'est Ça serait peut-être à bon ce moment-là timing. que ça va débouler ce projet-là. Ah, écoute, tellement. Puis je te dis, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit suite au dernier podcast parce que c'est un qui a des meilleurs codes d'écoute depuis le début du podcast. Puis les gens me disaient qu'ils avaient lu ton livre. Il y en a beaucoup qui l'avaient déjà, ça l'avait déjà procuré, d'autres qui se l'ont procuré. Et le mot revenait toujours inspiration. C'est vraiment ça. Les gens sont sur beaucoup de gars, naturellement, de vrai ma tranche d'âge qui m'ont écrit pour me dire justement ça. C'est inspirant, ça fait rêver, ça te fait voyager, ça te fait voir une autre facette du milieu que les gars connaissaient peut-être moins du baseball, peut-être mineur, professionnel, tout ça. Puis vraiment, ça l'apporte à un autre niveau. Fait que s'il y a un tome 2 avec le milieu journalistique, le milieu de la télévision, radio, tout ça, la fin d'une carrière, les décisions difficiles à prendre, tu sais, c'est toutes des choses qui peuvent être fort intéressantes, qui vont titiller les gens pour un deuxième tome, puis qui vont t'achaler encore plus là-dessus, je suis convaincu. Ben, en Non, tout mais cas, écoute, en tout cas, il y a du matériel pour, ouais. mais tu sais, en même temps, tu sais, je veux dire, moi, je suis pas une personne qui, comment je dirais, tu sais, tu vas me dire, ouais, tu as écrit un livre, là, mais mon livre était vraiment, puis tu sais, je me répète un peu, mais mon livre était vraiment pour permettre aux jeunes de rêver, puis les moins jeunes, ben, de se retrouver aussi avec une Mhm. époque de baseball qui était fort, Qui ont fort connu. intéressante au Québec. Mais, tu sais, je suis pas quelqu'un qui s'expose beaucoup, là, tu sais, je partage pas beaucoup nécessairement mes faits d'âme à travers les médias sociaux, par exemple. Tu sais, je suis pas, je dis, c'est un peu un trait de personnalité. Fait que, tu sais, l'objectif du deuxième livre, c'est très différent. Le premier, c'était bon, faire rêver les jeunes. Le deuxième, il serait quoi? Mm. Est-ce que c'est juste de raconter l'histoire pour raconter l'histoire? Tu sais, fait que tu comprends que c'est là que des fois, tu sais, je voulais pas C'est avoir même important. mon visage sur mon livre. Mais c'est vrai, ça. Tu sais, C'est je juste voulais le pas. nom. Donc, tu sais, il y a plein d'affaires qui font en sorte que là, faut que je me retrouve là-dedans. Il faut que ça soit pour les bonnes raisons aussi, puis qu'on trouve peut-être l'élément déclencheur qui va permettre. Et peut-être l'élément déclencheur sera l'éventuel retour des expos qui me permettra peut-être de boucler un petit peu la boucle de vivre le départ puis de vivre le retour. Tu sais.
Effectivement. Écoute, je te le souhaite. Puis dans le pire des cas, ben, en attendant, tu vas certainement en brainstormer avec ta conjointe au niveau de l'écriture et de la lecture. Ça doit bien se faire. Écoute, je vais terminer le podcast en te posant une dernière question parce que, écoute, tu as déjà été assez généreux de tout ton temps que tu m'as offert. Écoute, on a parlé la dernière fois. En fait, de Russell Martin, comme quoi que ça a été peut-être la personne avec je pourrais dire, selon moi, la meilleure carrière au niveau du baseball majeur québécois. Moi, j'ai une personne qu'on ne parle pas assez souvent au Québec, que j'aimerais qu'on parle, surtout avec la fin du match d'hier. Alex Antopoulos, une histoire incroyable d'un Québécois d'ici que je comprends pas qu'on en parle autant peu au Québec. Écoute, ce gars-là a parti de lire le courrier du cœur des joueurs des Expos bénévolement début des années 2000. Écoute, c'est incroyable. Il faisait ça gratuit à travailler en scouting puis à monter jusqu'à ce qui est aujourd'hui directeur général. Tu parles d'un livre, Antoine. Là, lui, s'il écrivait un livre, best-seller. Moi, écoute, Alex Antopoulos a été, bon, tu l'as dit, là, lui avait été engagé surtout pour le courrier de Vladimir. Oui, il y en avait sûrement pas mal. Parce que Vlad recevait, probablement, Vlad ne lisait pas en anglais. Ouais. Donc, on a engagé bénévolement Alex qui venait s'occuper de ça. Mais là, tu vois que c'est un gars qui était débrouillard. Fait qu'à un moment donné, Alex s'est retrouvé dans le département des relations médias. Donner un coup de main. Pas à temps plein, mais il venait donner un coup de main. Fait qu'imagine-toi là, un instant là, que moi, j'étais commentateur, analyste à la radio des Expos avec Jacques. Et là, à l'époque, il n'y avait pas d'Internet encore. C'est qu'on avait nos statistiques papier. Alors, on nous imprimait des statistiques, puis là, on arrivait, puis on faisait notre broadcast. Mais ça a donné aussi que parfois, les statistiques, pour toutes sortes de raisons, étaient, bon, ça a mal imprimé ou c'était recto verso, puis ça ne marchait pas. Là, je levais la main, je me retournais là, parce que la porte était en arrière, je me revenais, je disais, Alex Antopoulos, Alex, peux-tu me réimprimer mes statistiques, s'il vous plaît? C'est pas bon. Fait que là, il disait, pas de problème, Max. Fait que là, il partait, il nous imprimait nos statistiques, il nous revenait. Là, c'est bizarre d'imaginer ça. C'est incroyable. Hein? Mais Alex, il avait un objectif dans la vie. Et lui, il est allé voir Fred Ferreira, qui était ce qu'on appelait le requin des Caraïbes, qui était le dépisteur en chef des Expos. Puis les bureaux des Expos étaient faits que tout le monde se croisait. Fait que le département baseball tout le monde se croisait. Fait que là, lui, quand il rentrait, rencontrait Fred Ferreira. Il dit, Fred, il dit, moi, là, je vous dis, là, je connais ça, le baseball, puis je vois. Puis, il fait une histoire très, très courte. Il l'a tellement achalé qu'à un moment donné, il dit, OK, parfait, je vais on va faire un test. Fait que il l'a envoyé quelque part, évaluer des joueurs qui avaient déjà été évalués. Incroyable. Fait que là, puis là, il est arrivé avec l'évaluation, puis on dit, Caroline, exactement ce qu'on a vu, nous autres aussi, de tel et tel et tel joueur. Alors là, le baseball l'a engagé, encore une fois, à un salaire probablement très minimum, là, pour essayer de faire des gels, et de petit à petit, chacun de ses rapports était tout le temps « wow ». Et c'est que même que ça a commencé, puis là, première chose que tu sais, il était devenu directeur général des Jays de Toronto, puis que là, c'est parti, puis la transaction de Tulowitzki, de Price et compagnie, ça a fait revivre le baseball au Canada en 2015, 2016, les années de même. Là, c'est fou. Écoute, son histoire est incroyable. C'est le gars vraiment qui est parti. Écoute, c'est même pas en bas de l'échelle. On voit même pas encore l'échelle quand il est arrivé. Puis lui, il est arrivé, puis c'est incroyable. Puis il parle français très, très bien. C'est sûr que là, c'est un accent, mais je veux dire, c'est un gars de Montréal. Un gars de Montréal. Puis là, il s'appelle Alex Antopoulos, mais s'il s'était appelé Alex Tremblay, je vous dirais une chose, ça serait pas la même chose. Moi, je suis très, très fier de ce que le gars-là a fait. C'est fou. Je suis encore appelé Alex aujourd'hui, puis je fais des blagues. Des fois, j'ai Alex, peux-tu m'imprimer une coupe de stats? Il part à rire, évidemment, mais tu comprendras que c'est phénoménal ce qui lui arrive. Écoute, si jamais tu es capable de me trouver un contact ou quelque chose, un courriel que je peux réussir à l'avoir au podcast, ça va être ma prise que je suis pas facile, par exemple, Alex. Je comprends. Quand je dis qu'il n'est pas facile, c'est que c'est un gars qui est extrêmement impliqué dans tout. Oui. Non seulement il est DG président des Braves, mais je veux dire, c'est un gars qui est impliqué dans 1001 choses. C'est incroyable. Mais s'il est capable de donner du temps, il va en donner. J'en doute pas. Mais je ne demanderai pas aujourd'hui. Il doit être en lendemain de veille assez difficile. Fait que c'est pas le bon timing, mais sincèrement, c'est un parcours que je me dis,
si c'était au niveau du hockey, comme tu disais, avec quelqu'un qui s'appelait Alex Tremblay, on en parlerait sûrement à tous les jours, tu sais, comme Laurent Duvernay-Tardif, son histoire, tout le monde est tellement inspirante, et ci et ça. Mais moi, c'est l'histoire d'Alex Antopoulos qui m'inspire le plus à travers toutes les histoires du Québec. Depuis que je le connais, c'est incroyable. Son histoire avec les Jays, qui est devenu le bras droit du président, qui a monté des échelons encore dans l'organisation des Blue Jays. C'était incroyable. Puis aujourd'hui, il a été dans l'organisation des Dodgers. On oublie ce bout aussi. Et là, ben, il se fait battre par l'ancienne organisation quand même. Il a dû trouver ça un peu plate. Mais tu sais, il y a quand même, il a eu quand même son mot à dire sur ce que les Braves, je comprends qu'il est arrivé, puis on avait déjà les Freddie Freeman de ce monde, mais tu sais, les Ozuna, c'est lui. Oui. La nouvelle couvée de lanceur, c'est lui. Fait que non, vraiment, il est en train de laisser son empreinte au baseball, Alex, puis on en est bien, bien fiers. Personne qu'il donnait cher de sa peau l'année passée quand il a donné un contrat à Josh Donaldson, joueur autonome après des saisons difficiles, beaucoup de blessures. Tout le monde disait d'après moi, tu viens de te planter à 23 millions pour une année. Puis finalement, ben, il y a 30 quelques circuits, 80 quelques points produits. Puis, sa division. Il a eu l'air d'un génie, puis peut-être qu'il aurait pu le garder cette année. Selon moi, il y avait un bon fit de Donaldson là-bas. Ozuna, ben, il a eu encore une fois la main heureuse. Ça a été un très, très bon gambling. Puis je ne sais pas ça va être quoi son prochain gambling. Ben, écoute, moi, j'ai aimé ce que Ozuna a fait, mais là, ça va coûter pas mal plus cher. Mais regarde, c'est quand même un troisième championnat de suite du côté des Braves dans la division S. On se retrouve en série de championnat. On n'est pas loin là, d'être une équipe. Fait qu'écoute, on lui souhaite tout le succès possible. Hein. Ah, effectivement. Écoute, c'était un podcast extrêmement enrichissant, intéressant, différent du premier et qui touche à tellement de facettes. On a débuté ça sur les chapeaux de roue en parlant de la série mondiale qui, écoute, ça met la table parce que le podcast va être diffusé quelques heures avant la série mondiale. Donc, ceux qui ont l'occasion de l'écouter avant, tant mieux. Sinon, ben, ça va vous mettre dans le beat pour le prochain match. Et puis en même temps, très inspirant au niveau de l'histoire avec les entreprises, les éditions Flic-Flac avec ta conjointe que tu as lancé il y a de cela 10 ans déjà pour venir en aide aux jeunes qui veulent s'instruire et lire davantage. Vraiment très, très intéressant comme podcast. Merci beaucoup, Marc, de ton temps. Un plaisir, Antoine. À bientôt. Merci beaucoup. Et merci beaucoup tout le monde d'avoir été présent pour le début de cette semaine spéciale baseball. Et on se retrouve pour un prochain épisode avec un invité, disons-le, surprise. Merci beaucoup tout le monde. Bonne journée.